Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 17 novembre 2025. Vous le savez, on est en pleine trêve internationale. On n'a pas eu de match du PSG. Ce n'est pas un live spécial Lucas Chevalier, pas du tout. Il y a 5 ans, on avait sorti avec Damien, que vous entendez derrière, un livre qui s'appelait Rouge et Bleu, qui était donc l'histoire des 50 ans du PSG, racontée par ses supporters. Dans 2 jours, le 19 novembre, on sort la version augmentée, version éditée évidemment, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au cours des 5 dernières années. Donc on a réécrit plein de choses. Enfin, on va vous en parler longuement. C'est le thème de ce soir, à savoir présenter un peu l'ouvrage pour peut-être vous donner envie de l'acheter, peut-être vous dire que vous allez nous détester à la fin du podcast, je sais pas, mais bref, en tout cas, c'est le thème de ce soir, présenter un peu ce nouvel ouvrage. Normalement, Damien, le co-auteur, est là. Bonsoir Damien, tu es là, c'est bon? Salut, ouais, je suis là. Voilà, bon, en fait, ça fait un quart d'heure qu'il est là, qu'on a discuté de diverses choses, mais vous inquiétez pas. Et donc, on est très content de vous retrouver. Donc, c'est un podcast, évidemment, comme je l'ai mis, un peu spécial. On fait souvent des hors-sujets ou hors-séries, plus exactement, à l'occasion des trêves internationales. On n'allait pas faire un débrief d'Azerbaïdjan-France, vous vous doutez bien. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion d'en parler, puisque le livre sort dans 2 jours. On a globalement défini un planning un peu différent du traditionnel pouls du match, analyse collective, analyse individuelle. On va vous représenter un peu l'idée, qu'est-ce qu'était derrière Rouge et Bleu. Ensuite, on va expliquer aussi peut-être pourquoi on a fait une réédition. On va vous expliquer un peu ce qui a changé, ce qui n'a pas changé aussi, et on finira évidemment avec toutes vos questions, parce que je sais qu'il y en a plein, que les gens m'ont déjà commencé à m'interroger et tout ça, donc ça sera plus simple et que ce sera plus vivant aussi de l'avoir en audio. Le pouls des 5 dernières années, bah oui, n'empêche que ouais, Rouge et Bleu, on se rend honnêtement, bah je vais parler un peu de mon expérience personnelle parce que c'est moi notamment qui a été chargé des relectures par rapport à l'ouvrage original. Et en relisant donc l'intégralité des 260 pages, je crois que c'était la version originale, je me suis rendu compte à quel point le PSG avait changé en 5 ans, et en bien pour le coup. Et en 5 ans, tout ce qu'on a vécu, on se rend pas compte, puisqu'il était sorti le 3 décembre 2020, le premier. C'était le jour de Manchester United PSG où Neymar fait un super match à Old Trafford, on gagne 3-1, on est relancé, tout ça. Ensuite, on fait une demi-finale. On a l'arrivée de Messi, l'ère Mbappé, le départ de Messi, Neymar, tout ça, le début de l'ère Luis Enrique, etc., etc. La Ligue des Champions, évidemment, puisque la Ligue des Champions, même si la réédition était prévue avant qu'on gagne la Ligue des Champions, c'est évidemment la cerise sur le gâteau. Donc ouais, en 5 ans, honnêtement, il s'est passé énormément de choses. Donc ça fait pas mal de choses en plus à rajouter. Damien, est-ce que tu veux expliquer un peu ce qu'était l'idée originale de Rouge et Bleu, puisque pour les 50 ans du club en 2020, il y a beaucoup d'ouvrages qui étaient sortis. Le nôtre était un petit peu différent quand même. Ouais, c'est vrai, bah du coup, c'était un hommage à notre éditeur, Benoît Bontou, qui était venu me voir pendant que j'écrivais le premier bouquin que je faisais pour lui aux éditions Marabout, donc Paris dans les veines. Il me disait, Ouais. écoute, j'ai une idée, il faut qu'on fasse un ouvrage sur les 50 ans du PSG, mais en gros, l'idée, c'est pour éviter les sempiternels livres sur des joueurs racontent les 50 ans ou les 100 ans ou qu'importe, les entraîneurs ou d'autres journalistes qui se parlent entre eux. L'idée, c'était de donner la parole aux supporters et que eux racontent un petit peu, voilà, c'est quoi ces 50 ans du PSG. Donc en gros, le truc de base, hein, c'est que c'est pas forcément. On a demandé aux gens qu'on a interrogés. C'est pas c'est qui on n'a pas demandé c'est qui selon vous les meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, mais plutôt ceux qui vous ont le plus marqué. C'est pour ça que il y a des très très bons joueurs qui n'y figurent pas forcément dans les chouchous qu'on a sélectionnés, et d'autres qui ont moins marqué, on va dire, par leur talent, comme par exemple Mamadou Sakho, qui y figure parce qu'ils ont marqué à un moment donné une petite génération de supporters qui suivaient ce club, qui Mm. suivaient ce club. Et puis après, l'idée c'est que comme il y avait une grosse composante supporters, moi j'ai mon passé au Virage Auteuil. Et j'ai dit directement à Benoît que c'était pas possible de le faire sans quelqu'un qui était plutôt lui du côté de Boulogne. Comme ça permettait d'avoir une forme de voilà cette ces deux endroits, ces deux virages ou ces deux clubs, ça dépend d'où on parle, qui ont marqué les tribunes parisiennes. Et puis de toute façon après voilà, hein, tu le sais, je t'ai contacté directement pour te proposer ça. On en a parlé au Ouais. Château d'Eau, un bar qui fait l'angle de la rue Saint-Denis, de la rue du Faubourg Pour Saint-Denis, pardon, Saint-Denis, et de la rue du Château d'Eau. où j'ai vécu. Voilà, À l'époque, j'y voilà vivais déjà exactement. plus, mais j'ai vécu pas mal de temps. C'est quoi, 7 ans?
Faut savoir que Culture PSG est né rue du Château d'Eau, exactement. Voilà. C'était en 2012 par là, et on avait d'ailleurs fait un article racontant la jeunesse du livre dans ce bar cette soirée où je suis rentré et où j'ai dit à madame, un peu ivre, ouais, je crois que je vais écrire un livre avec Damien. Et depuis, le livre est sorti, la réédition est sortie. Et puis bah, c'est toujours un grand plaisir de le voir, de l'avoir à la maison. De voir les enfants dire ah c'est le livre de papa ce genre de choses. Mais en tout cas l'idée c'était ça, c'était faire raconter aux supporters comment ils ont vécu ces 50 premières années de rouge et bleu, donc du PSG. T'as parlé des joueurs, mais on interroge aussi les gens, on avait interrogé beaucoup les gens sur les ambiances, les matchs, la relation parfois matérielle via les écharpes, des maillots, des stickers, tout ça. Donc c'était vraiment un livre très à part dans tout ce qui est sorti sur les 50 ans. Il y a eu des super livres, mais clairement, c'était un livre par des supporters pour des supporters. C'était pas un livre Ouais, c'est ça. par des joueurs pour des joueurs ou voilà, on n'était pas en train de faire des classements top 10 des numéros 6 du PSG. Non, non, ça vous oubliez, c'est pas du tout un truc qui nous a intéressés. Et puis d'autres l'ont fait dans des proportions non négligeables, parce que je sais pas combien il y en a eu, je crois qu'il y en a eu 7, 8 des livres qui sont sortis cette Ouais, année. plus que Ouais. ça, je crois qu'on a dépassé la dizaine, hein, Bon, sur les voilà. bouquins, sur les 50 ans. Et c'est vrai que l'idée, c'était pas d'être surplombant en essayant de dire, voilà ce que. En gros, l'idée, c'était pas de dire, bah, nous, l'histoire du PSG, c'est celle-ci, on va vous proposer une forme d'histoire du PSG. C'était plutôt d'essayer, alors autant que faire se peut, évidemment, on a interrogé, bah, là, je crois que c'est entre 60 et 70 personnes, Mm. de tous âges, de toutes, on va dire, origines géographiques dans le Parc des Princes. Aussi des personnes qui étaient ultra, d'autres qui étaient lambda, des plus jeunes qui n'ont pas connu forcément les plus belles années des tribunes parisiennes, on va dire, enfin selon nous qui sommes des anciens. Des vieux. Voilà, C'était mieux avant. exactement. Et c'est vrai que ouais, c'était un peu l'idée de. Enfin, l'idée ouais, qu'un peu chacun s'y retrouve. Alors après, j'imagine bah, sur les chouchous, il y en a certains qui n'auraient pas voulu forcément s'écrire. On a essayé aussi ici sur les chouchous. Ce qui est vrai, c'est que par exemple, on s'était dit, il y avait l'exemple de Francis Yasser, que nous, on estimait qu'on avait présélectionné dans nos chouchous, et finalement, dans nos entretiens, il n'était pas suffisamment Ouais. ressorti. Alors, on lui fait quelques petites gloires dans la partie 50-50 d'histoire, mais dans la partie initiale, la partie chronologique où on raconte cette histoire du Paris Saint-Germain. Mais comme il n'y avait pas suffisamment de supporters parmi ceux qu'on a interrogés qui nous en ont parlé, bah, du coup, il n'a pas été sélectionné. Et d'autres, alors je sais plus d'ailleurs qui était ressorti en plus par rapport à ceux qu'on avait initialement sélectionnés. Mais voilà, il y a eu plein de bougies, notamment sur les ambiances. Très clairement, autant il y avait des choses qui tombaient sous le sens, comme PSG Steaua ou PSG OM en 99 ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que par exemple le PSG Bordeaux de 99, Mm. qui était le match Qu'il mythique fallait du Paris, perdre. la plus belle défaite de l'histoire du PSG. Qui, voilà, qui permettait de faire obtenir le titre à Bordeaux face à Marseille. Bah, celui-là, c'est quand on a commencé à avoir des gens qui nous racontaient l'ambiance absolument incroyable, les personnes enfin les supporters qui sifflaient les joueurs, enfin qui sifflaient Adelton quand il avait marqué son but, etc. Et voilà, c'était autant d'anecdotes où on s'est dit, bah du coup, celui-là, bah, il faudrait peut-être le mettre. Et Mm. c'est pour ça qu'on a un peu, on va dire qu'on a un peu construit aussi avec les gens qu'on a interrogés. Ah, Voilà, en tout totalement, cas hein. sur les gens. Ouais. Non, non, mais globalement, tu pars avec une idée, et puis bah après, les gens te font réaliser que bah, c'est pas forcément ça que tu avais en tête, et que finalement, il y a peut-être autre chose à raconter sur cette page-là, ce genre de choses, quoi. Faut pas. Globalement, comme c'est un livre par les supporters, tes idées que toi tu as, tes idées parfois un peu arrêtées, elles sont confrontées à la réalité. Et la réalité, des fois, c'est que des joueurs que tu n'avais pas imaginés ont une place à part dans le cœur de certains, et t'es obligé d'en parler, quoi. Et au Mmh. contraire, enfin là, par exemple, sur l'édition augmentée, donc évidemment on balaye de 2020 à 2025. Messi, ça fait quoi? Ça fait deux phrases, trois phrases, c'est ça? Il y a un Ouais, ça témoignage peut beaucoup, dessus ouais. qui, en gros, qui dit, bah pour nous, c'est comme s'il n'était jamais arrivé. En fait, il est reparti, il est arrivé, tout le monde s'en fout. Bah ouais, voilà, Messi au PSG, c'est trois phrases sur un bouquin qui en fait 280 maintenant, je crois, je sais plus combien il fait le nouveau. C'est Euh, 296, je crois. Mais bon, après, à la ouais, fin, il y a voilà. des pages qui comptent pour rien. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, bah, dans l'histoire du PSG, Messi, ok, ils sont contents, et chez QSI, ils ont ça, ils ont ça à leur tableau de chasse. Pour nous,
On s'en fout quand on est supporter parisien. Messi, tout le monde l'a oublié, personne ne le calcule. Bah voilà, rouge et bleu, quand c'est écrit par les supporters, Messi, il a pas 3 pages dedans, quoi, globalement. C'est un peu, voilà, c'est un peu Oui, l'idée. oui, c'est ça que Dogliani ou N'Goti, en fait, ils ont Bah ouais. ils ont plus de place juste pour un but d'ailleurs, parce qu'on les a, eux, on parle surtout de leur but chacun qui est inscrit et qui rentre dans la légende. Et c'est vrai que voilà, par rapport à Messi, qui est enfin l'un des deux ou le meilleur joueur de tous les temps. Mais bon, je pense que ça symbolise un petit peu aussi ce qu'est cette tifoserie parisienne. C'est-à-dire, peu importe voilà, le joueur qu'il a été, bah, oui, certains considèrent qu'on lui a manqué de respect, par exemple. D'autres, nous, on peut considérer qu'on lui a donné le respect qu'il méritait. Mais en tout cas, voilà, enfin, c'est pas ces galons, en tout cas, qui nous ont fait dire, ah bah, du coup, on est tellement fiers qu'on va le mettre dans nos meilleurs joueurs de tous les temps. Et je pense que personne, de toute façon, le fait au Paris Saint-Germain, ce serait un petit peu bizarre. Oh, bah, je suis sûr qu'ils sont capables certains seraient capables de sortir un livre en mettant Messi sur un côté pour attirer du pigeon. Enfin, mais nous, en tout cas, c'est pas trop cet état d'esprit-là, vraiment. Euh, On nous dit Messi, la photo d'excuse en blazer suffisait. Ah, ça, on aurait pu la mettre, celle-là, par exemple. Ça nous C'est vrai. parle. Non, mais donc, voilà un peu l'idée de Rouge et Bleu. C'est vraiment un livre, j'ai envie de dire, à part, dans le sens où, bah, à ma connaissance, on est le seul à avoir fait ça, quoi. Ouais. Je sais que comment il s'appelle, c'est Livre de foot, qui chronique tous les bouquins là sur Twitter. Donc, il me semble qu'il avait dit que c'était vraiment une comète par rapport aux autres, quoi. Bah après, c'est vrai qu'on nous, comment dire, enfin, comme déjà on n'est pas un livre qui avait été un livre officiel du club, comme on n'est pas un livre, on va dire, avec des. Alors moi, voilà, moi, je suis journaliste à Libération, mais je suis déjà le sport à Libération, c'est quand même quelque chose de très particulier. Il n'y a pas beaucoup de pages de sport dans Libération, et puis par ailleurs, enfin voilà, je vis pas en fait moi dans ma profession de journaliste du PSG. Et toi, tu es un média totalement indépendant. Donc automatiquement, c'est vrai qu'on n'était pas tenu par des obligations, par faire attention à pas froisser tel ou tel joueur, tel ou tel, je sais pas, telle ou telle direction, etc. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une forme de liberté. Et après, on va pas se mentir, la partie supporter, c'est aussi un truc qu'on a fait. Il y a eu d'autres livres sur le supporter sur le supporterisme parisien qui sont sortis, qui sont superbes. Mais en revanche, un livre qui raconte l'histoire du PSG avec autant de place pour les supporters et notamment bah, des photos qui avaient jamais été publiées officiellement ailleurs qu'on pouvait se passer nous à l'époque bah, sur les forums ou qu'on voyait sur les sites de groupes ultra. Bah voilà, ça c'est des choses qui ont été bah, du coup couchées sur papier. Et c'est vrai qu'on a eu, enfin, je pense, enfin, je sais plus si toi je sais pas si toi c'était le cas, mais moi j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui étaient anciens ultras qui m'expliquaient que du coup maintenant ils montraient ça à leurs enfants parce que bah, leurs enfants avaient 5, 6, 7, 8 ans et qui disaient bah t'as vu les tribunes parisiennes c'était ci, c'était ça. Et voilà, c'est vrai que c'est la particularité de ce bouquin en fait qui amène ça à la fois sur le côté sportif, le côté ballon, mais aussi le côté tribune. Ouais, et juste, bah, tu dis ça tout à l'heure, il y a une personne sur là qui disait merci pour les photos de Momo et tout ça, tout simplement. Bah d'ailleurs, toi, tu étais allé Ouais, voir la mère de Momo. Je me souviens, exactement. ça avait été un moment à la fois très enrichissant mais très dur aussi. Je me souviens, tu étais ressorti un peu bouleversé parce que c'est Bah, bah, je m'en cache pas, j'avais les larmes aux yeux, et même un peu plus d'ailleurs, parce que bah, quand on se retrouve chez l'amant de quelqu'un qui a perdu son fils bien trop jeune, et qu'elle nous montre en gros, bah, je ne sais pas si moi je le connaissais pas suffisamment personnellement pour dire que son travail de photographe dans la tribune était son plus grand œuvre enfin, dans son plus grand accomplissement. En revanche, c'est quelque chose enfin, c'était pour ça aussi qu'il était connu dans le virage Auteuil. C'est pour ça que son travail photographique était hyper apprécié. Puis là, quand tu commences à voir ces photos-là sous tes yeux, tu commences à voir tout ce travail-là, que tu te dis bah, que ça va être aussi une manière de rendre hommage à tout ça en disant bah voilà on va acheter d'ailleurs enfin on va payer pour ces photos d'ailleurs parce que l'idée c'était pas du tout juste de dire bah attends parce que c'est des photos comme ça d'un amateur entre guillemets on va dire pas d'un quelqu'un qui a une carte de presse ou que sais-je et bah du coup on va traiter différemment que d'autres photos qu'on a pu des photos d'archives footballistiques qu'on a dû payer donc voilà, et c'est vrai que ça a été, oui, ça a été un moment qui était hyper difficile quand je suis allé voilà,
dans sa baraque, etc. Enfin, dans son Ouais, appartement. Et c'était, voilà, je m'en souviendrai. C'était un des moments un petit peu les plus, voilà, les plus durs, peut-être, ouais, mais du bouquin. non, mais après, tu vois, le livre, c'est aussi ça, quoi. C'est pas que des. Enfin, il y a des moments où il fallait bien les évoquer et il fallait, entre guillemets, en passer par là aussi, quoi. Mm. Pourquoi la réédition? Donc, bah, le livre s'est arrêté donc en 2020. Il était sorti le 3 décembre à l'époque. Il s'est passé beaucoup de choses en 5 ans au PSG. Le PSG a gagné la Ligue des Champions, mais même le PSG est un club qui, depuis sa naissance, et je vais pas dire est hystérique, mais en ce moment, il n'est pas trop hystérique, justement. C'est peut-être ça, on est en train de changer l'ADN. Mais il se passe toujours des choses. Euh, il y a aussi des trucs qu'on n'avait pas pu mettre dans la première version. Il y avait notamment, je sais que ça avait été l'objet de longs débats entre Damien et moi. Il y a une page sur les champs, une double page sur les champs du Parc des Princes, par exemple. Il y a une double page aussi sur le nouveau centre d'entraînement de Poissy. On a des choses qui ont beaucoup évolué. Tu vois, il y a par exemple le premier le premier chapitre du livre raconte un peu l'histoire du club. Donc les 55 ans. Bon bah là évidemment on a refait, je vous le dis honnêtement, on n'a pas réécrit la partie sur les années 70. On a corrigé des coquilles, ça c'est vrai. 70, 80, 90, 2000, on n'a pas réécrit grand chose. On a corrigé des choses, pas mal. 2010, on a peut-être réécrit un peu. 2020, on a évidemment tout écrit. Il y a ensuite un chapitre sur les chouchous. C'est pour ça que tout à l'heure Damien parlait des chouchous. Le dénommé Kylian M. Bon, autant vous dire que sa page, elle a forcément été un peu Il a été changée. transféré. Il a été transféré chez nous aussi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a largement de quoi rajouter 5 ans de matière. L'éditeur nous a dit on peut rajouter 16 ou 32 pages. Et Damien et moi direct on a dit 32, 32. C'est pas la peine. 16 on va rien faire avec, mais nous 32 direct. Donc il y avait des choses à éditer, des choses à changer, avec du recul certaines choses. Par exemple, je trouve que dans les chouchous, les joueurs entre guillemets actuels, c'est-à-dire ceux qui ont joué au cours des 10 dernières années, certains sont partis avec un autre statut. Donc, avec 50 de plus, on voit les choses un peu différemment, par exemple. Faut pas le Mm. nier. Donc voilà. Euh, il y avait pas mal de choses qu'on pouvait éditer, qu'on pouvait rajouter. Puis bah on nous l'a proposé, évidemment on s'est jeté sur l'occasion quoi. Donc voilà. Et puis il y a aussi un autre truc visiblement le livre. Tout à l'heure une personne me demandait combien on en a vendu. À ma connaissance on en a vendu je crois 7000 ou 8000 par là. Ouais, je crois que c'est ouais, c'est aux alentours. Et il, C'est un peu et pour un livre, bah voilà, comment dire, de ce prix-là entre guillemets, parce qu'il y a deux prix en fait. Il y a les prix pour les bouquins un petit peu, enfin les brochés comme on dit là, sont plutôt, bah après il y a la blague pour Pierre Ménès, mais voilà, qui sont on va dire entre 15 et 20 euros. Et celui-là, c'est vrai, il atteignait quasiment les 40 euros. Il était à 39 de mémoire. ouais Et c'est pour le ça coup, 39. ça veut dire qu'il a été très bien vendu et aussi bah, le bouche à oreille a très très bien fonctionné. Notamment parce que bah il y a beaucoup de gens sur le forum sur PSG qui l'ont défendu, mais c'est vrai qu'on a eu d'excellentes critiques sur les sites, etc. Ça faisait grave plaisir et parce qu'on a aussi beaucoup donné pour ce bouquin, Ouais ouais non ouais. donc c'était cool. C'était une grosse année de boulot et pas genre juste à la fin pour finir. Donc ouais. Non mais c'est ça. Et en fait, globalement, la première version, celle que je vous ai mise en photo, là, bah, c'est Damien qui avait fait cette photo. D'ailleurs, quand il l'avait récupérée, je me souviens qu'il était tout content. Tu m'envoyais des photos, tu le prenais sur, tu le posais sur des bancs, tu le posais partout. Au parc de Euh, Bercy, ouais. voilà, c'est au parc de Bercy. Euh, de mémoire, par exemple, la première version est introuvable sur pas mal de supports. Je crois que sur Amazon, elle est totalement introuvable. Je crois qu'à la Fnac, Ah non, mais c'est fini, c'est out complet. Je crois qu'il reste quelques exemplaires qui traînent de temps en temps, mais c'est out complet. Les libraires peuvent, en fait, si en gros, ils peuvent plus se le procurer. Les libraires peuvent plus faire un réassort comme ça. Donc quand ils en trouvent un petit peu dans certains gros machins où ils stockent des bouquins un peu partout, ils peuvent en remettre en stock. Mais non, celui-là, il est complètement out. Et en gros, ils n'ont pas fait on va dire de réimpression, parce que la hmm, réimpression, c'est de réimprimer exactement le même livre, et la réédition, c'est de le changer. Et ils ont décidé de pas faire de réimpression à un moment donné parce qu'ils savaient que la réédition allait arriver. voilà. Et c'est vrai qu'au départ, la réédition était prévue pour 2004, au tout début. Et 24, oui. 2024, pardon, ouais. Mais 2004, ouais, non, non, 2004, 2004. on n'était pas en capacité d'écrire quoi que ce soit, toi et moi. Ah non, non, mais 2024. Et c'est marrant, si je me souviens, j'avais dit, je crois que j'avais dit à Benoît, donc éditeur, ça n'a pas de sens maintenant. On est au début, on était au moment du départ de Mbappé. Je lui dis, on sait pas du tout dans quoi on va s'avancer. On est à un changement d'air entre Luis Enrique, le départ de Bapon, tout ça.
C'est pas le moment, je trouve, de sortir le livre. Toi, tu avais défendu cette thèse aussi de mémoire, Damien. Et le Benoît, l'éditeur, dit bah écoutez, il y a pas de souci, on le décale d'un an et comme ça, on sortira pour les 5 ans. Je lui dis 55 ans, c'est très bien, ça fait pareil une date un peu marquée. Et c'est parfait. Bon, entre-temps, il s'avère que nos joueurs ont gentiment décidé de gagner la Ligue des Champions. Et c'est vrai que bah là, Oui, alors c'est vrai. Non, mais là-dessus, il faudra le dire, quand même, parce qu'on a quand on va nous accuser d'avoir sorti ça pour surfer sur la victoire, on aura les échanges de mails qui sont antérieurs au 31 mai 2025 qui nous permettront de démontrer qu'on n'a pas été juste de méchants mercantiles qui voulaient voilà, exactement. s'enfer sur la vague. Non, non, mais oui. Puis globalement, hein, si vous croyez qu'on fait des livres pour gagner du fric, c'est pas trop le cas, je peux vous le dire. Faites des études dans la crypto-monnaie, vous gagnerez plus d'argent. Mais bref. Non, mais donc voilà, en fait, l'idée, c'était de reprendre le livre, de changer des choses qui étaient qu'on trouvait peut-être pas bien, des choses qu'on a voulu rajouter, qu'on avait manqué dans entre guillemets manqué dans la première version. Et puis bah, finalement, ça a permis de corriger, d'éditer, d'améliorer, je trouve, pas mal de textes. Et puis, enfin, le PSG vit la plus belle période de son histoire. C'est dommage de pas la raconter aussi, quoi. Alors, c'est sûr que les souvenirs sont très frais. Et peut-être qu'il y a du recul quand on ouvrira le bouquin dans 5 ans, on dira oh là là, on s'est vraiment complètement planté sur ce point. Mais voilà quoi. Donc c'était aussi une façon de reprendre de continuer, de redonner aussi la parole à des gens. Il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas témoigné dans la première version, qui ont témoigné dans la seconde. Il y a des gens qui ont témoigné dans Ouais. les deux versions. Mais bah, c'est toi, Damien, surtout, qui a fait les entretiens. Tu veux en parler un peu des personnes qu'on a rajoutées ou d'autres qu'on a relancées? Bah c'est vrai. Bah alors, du coup dans ceux qu'on a comment dire relancé parce qu'on estimait aussi que leur alors il y en a plein qu'on aurait pu relancer mais de toute façon en fait c'était qu'on était contraint par le temps déjà. Oui. Parce que bah, quand on a commencé vraiment à écrire, je pense que c'était moi j'ai commencé à esquisser des choses, mais on s'était dit que c'était quand même difficile d'écrire des choses avant le 31 mai, parce que Mm. déjà on était en incapacité de faire pas mal de choses d'ailleurs avant le 31 mai. Toi, tu avais l'obligation, tu vois, d'écrire sur le PSG parce que c'est ton site, mais moi je peux te dire que je suivais quasiment plus rien sur le PSG, je pense 2 semaines avant, tellement j'étais stressé. Et, euh, et puis en plus, faire raconter des choses sur le Paris Saint-Germain avant le 31 mai. Et à partir du 1er juin, bah, le discours n'est plus le même, mais pour nous tous, en fait, nous tous, supporters du PSG, on a fait évoluer je sais pas à quelle profondeur, mais tous, on a notre image du Paris Saint-Germain et notre approche de ce club et la place qu'il a dans nos vies, les craintes qu'on avait, les angoisses qu'on avait, qu'il n'y ait jamais cette victoire à la fin, etc. Tout ça a été un petit peu bousculé, on va dire, par cette victoire. Et c'est vrai que bah voilà, quand je rencontre Viola, donc capo mythique des Lutes Falco, dans un grec vers entre Nation et Philippe Auguste, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas dans le sud 20e arrondissement. Et qui commence à me raconter voilà, sa finale, bah, évidemment sa finale, lui qui a connu tant de déplacements, qui a connu tant de matchs au parc, qui les a animés, et qui, bah, Robin Leproux faisant, il n'a pas pu avoir, on va dire, pas pu être dans les meilleures conditions pour obtenir des places, et il a pas pu aller à Munich, et il en a beaucoup souffert. Et finalement, voilà, il raconte cette soirée-là, et quand, voilà, bah, quand je l'écoutais, j'étais pas très inquiet sur la qualité de ce qu'il allait raconter, parce qu'en plus, c'est un très bon conteur d'histoire du Paris Saint-Germain, et toi et moi, Philo, on le lisait sur un autre forum plus, Plus comment dire, confidentiel. voilà, confidentiel qui était Forum PSG. C'est CR Tribune, comme on disait. Et voilà, voilà bah, lui, évidemment, ça tombait sous le sens. Il y a d'autres personnes du virage d'Auteuil qu'on a aussi réécouté. Il y a, comment dire, oui, alors, il y a des nouveaux, par exemple, un gars qui s'appelle Mamadou que j'avais rencontré. Parce qu'il était enfin, pardon, c'était le père, je me suis embrouillé dans mon explication. C'était le père comment dire, d'un fils, d'un gars qui était avec le mien au foot, au D'accord. Paris Atlético. On va dire les Gobelins, parce que c'était ça son historique.
et qui se rend compte que et qui me parle du livre et qui me parle d'un livre sur le PSG qu'il a adoré, etc. En fait, en l'occurrence, c'était le nôtre. Ah, je Je dis bah tu savais sais, pas ça. c'est moi voilà, bah, c'est moi qui l'ai coécrit. Il était un petit peu voilà, il était un petit peu sonné par cette histoire-là. Du coup voilà et je sais que c'est un fidèle du parc. C'était lui plutôt côté lambda. Ça c'est pas c'était pas à la base l'ultra. Il s'est jamais inventé cette histoire-là. Et puis c'est pareil, comme je me suis dit, bah, ça donnait un autre profil par rapport à tous ceux qu'on avait dans son approche du Paris Saint-Germain, et qui me raconte qu'il se transforme en capot improvisé sur le boulevard Fille du Calvaire le soir de la finale, à hurler comme pas possible avec son fils qui le regarde avec une tête genre mais qu'est-ce que tu fais papa? Normalement tu m'interdis de faire ce genre de choses là dans la rue. Voilà, ça permet d'avoir aussi parce que c'est vrai que ça on l'a pas dit mais évidemment, la finale prend un tiers en gros des nouvelles pages, même sans compter Luis Enrique. Ouais. Et notamment, on a demandé à certaines personnes de nous raconter leur finale. Certains qui étaient à Munich, certains qui étaient au Parc des Princes, d'autres qui étaient dans des bars, et un autre qui est Pete, qu'on connaît bien, toi et moi, qui dirige le PSG Club San Francisco, mais Mm. qui auparavant était ultra aussi au Vitesse Falco, et qui lui raconte comment ils ont vécu ça dans le quartier italien d'ailleurs. C'était assez drôle. Ouais, c'est à San Le match Francisco. que j'ai regardé. Voilà, exactement. Et voilà, donc c'est vrai que ça a fait plein de profils un peu différents, comme tu dis, certains qui sont revenus, qui ont émergé. Et voilà, bon, on espère aussi que ça permettra de Ouais. montrer, on va dire, un truc voilà, plutôt général sur comment tous on a pu voilà, prendre se prendre dans la tête cette finale. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu dis, ouais, donc le livre a 32 pages de plus par rapport à la première édition. T'en as ouais un bon tiers, même je sais pas si c'est pas entre les pages, tout ça, c'est peut-être pas 50% du rajout, mais pas loin quoi. Et c'est normal, c'est le match le plus important de l'histoire du club. Tu parles de 55 ans d'histoire du PSG. Moi, je sais, bah, moi j'étais à Munich, je raconte ma finale dedans notamment, mon avant-finale aussi, mon après-finale un peu, enfin tout. Euh, vous verrez, c'est folklorique, hein. Pour ceux qui l'achèteront. Mais en tout cas, il y a pareil, t'as interrogé Rudy, qui est un très bon pote à moi, qui a longtemps été abonné en quart de virage, qui aujourd'hui ne va plus au stade pour diverses raisons. Euh, il y a vraiment tous les profils. On n'a pas fait le tour des ultras globalement, loin de là, pas du tout même. C'était pas l'intérêt. Chacun a sa façon de supporter le PSG. C'est un mélange d'un peu tout ça, exactement comme la première édition. Damien a forcément été beaucoup, comment dirais-je, influencé par Virage Auteuil, moi par En Face, mais aussi par le fait que je travaille sur le PSG. Donc je sais que 90%, même 99% des gens qui supportent le PSG sont pas des ultras. Ce sont des gens qui vont avoir un rapport plus ou moins proche au club, qui vont être marqués par des événements plus ou moins importants, j'ai envie de dire, qui vont avoir des relations avec un joueur plus ou moins affectives, qui des fois vont aimer un joueur pour des raisons pas secondaires, mais peut-être juste bah, ce mec-là a brillé un jour où j'étais au stade, j'y allais pas souvent au stade, bah, depuis je l'aime bien par exemple. Donc c'est cet ensemble d'opinions, d'histoires vécues avec le club qui est rajouté, qui est raconté et qui aujourd'hui quand même fait du PSG un très très beau club malgré tout. Même si il y a quand même des choses où faut changer quand même. Il y a des moments faut arrêter, hein. La section féminine, faut C'est là que tu as changer des parlé de choses, Chevalier, là, hein. c'est ça? C'est ça que tu as parlé de Chevalier. Non, Il y a là des choses à changer en j'ai priorité trouvé Chevalier. j'ai trouvé pire que Chevalier. Il y a la section féminine depuis 3-4 ans. On bat des sommets de tout ce qu'il faut pas faire. Mais on peut, par exemple, il y a dans la page Les Chouchous que nous avons édité, que nous avons changé. Je suis pas sûr qu'après Luis Enrique et avant l'immense Francis Borrelli, on glissera un jour le nom de Lucas Chevalier. Ça, par exemple, lui, il y a une double page de l'amour à la haine. Bon, Ouais. je crains qu'il ne figure assez vite dedans. Voilà. Tu vois, par exemple, une personne sur elle me dit, je confirme le côté subjectif, j'adore toujours Aurier malgré ses conneries. Bah, Serge Aurier, joueur clivant par excellence, qui a représenté très très bien le PSG dans sa folie, dans sa grandeur sportive, dans ses déboires. Ouais, je comprends totalement qu'on adore Serge Aurier pour le coup, qui a été un très banlieusard, mais aussi très performant. Ah, c'est un tout, Serge Oui, Aurier. son balayage, Ah oui. son balayage sur Diego Costa, par exemple, et il a fait absolument ce que tous les supporters du PSG voulaient faire pendant ce match-là. Il l'a fait. Et ça, c'était quand même extraordinaire, ce match amical contre Chelsea.
C'est vrai que Extraordinaire, Serge. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a un peu de tout. Là, par exemple, je vois comment dirais-je, le chapitre sur les météores, quand on cite Djorkaeff, Leonardo, Sorin, la double page sur Kylian Mbappé, ah oui, évidemment, on qui en a parle de ça Kiki. quand même. Ah oui, la double page s'appelle Mbappé, il a failli être une légende. Mais, enfin, c'est vrai que le cas Mbappé, par exemple, Damien, ça a été l'objet de beaucoup de questionnements. Quel témoignage garder? Enfin, c'est pas facile, hein, le cas Mbappé, je trouve. Faut pas croire, Bah, hein. exactement. Faut dire direct dans la première édition, il était dans nos chouchous. Ouais. Et après, bah, évidemment, par rapport à la manière dont ça s'était terminé, et en plus, enfin, c'est même pas la manière dont ça s'était terminé, mais à partir du moment où un joueur commence à, et puis alors là, on est en plein dedans aujourd'hui, là, quand on en parle, là, mais qui commence à faire des procès contre son ancien club, voilà, évidemment, Kylian Mbappé, bah, que ça nous fasse plaisir ou non, ça reste sûrement l'un des plus talentueux, on va dire, qui a revêtu notre maillot. Il y avait des périodes où on avait l'impression qu'il était absolument invincible, qui pouvait tout faire. Mais bah, comme on a dit en préambule, c'est pas ça qui va faire qu'on va aduler, adorer un joueur si son histoire est incomplète. Et Mbappé maintenant, il est parmi ceux il nous attaquent plus, si tu veux, que l'Olympique de Marseille ou que le Barça. Mm. Donc, à un moment donné, carrément, il est en procès contre nous. Alors, et après, voilà, il y a des choses de prud'homme, de droit du travail, etc. Je veux pas non plus, tu vois, c'est pas, l'histoire n'est pas non plus toute blanche ou toute noire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on pouvait plus le laisser dans nos chouchous. Et après, c'est vrai que la question, c'était qu'est-ce qu'on en faisait. Mm. Et on pouvait pas trop le mettre dans l'amour à la haine, comme on a fait par exemple sur DU, Enze, Fiorez. sur Sama, sur Dehu. C'était un peu compliqué parce qu'il a un statut particulier quand même. Il n'est pas parti à Marseille non plus. Dans cette double passe, on a quand même rajouté Rabiot, évidemment, parce qu'il Ah a, oui, c'est quand même Adri, le capable. on t'a pas loupé, mon grand. Non, parce que Adri, il est parti en mauvais terme. Mais depuis, il est passé au cran du dessus. Et même s'il s'est battu avec un autre, quand même. Adri, alors, t'as été promu, mon grand. Bravo. Mais ouais, donc Mbappé sur le live, on me dit, est-ce que c'est le joueur le plus clivant de l'histoire du club? Ah, franchement, c'en est pas loin. Parce Ouais. que, moi, par exemple, je Et il y a Neymar aussi. déteste. Ouais, Neymar, ouais. Il y a Neymar aussi parmi les joueurs les plus. En fait, je pense que Mbappé et Neymar, je pense que c'est les deux joueurs les plus clivants. Parce que moi, par exemple, j'adore toujours Neymar parce que ça a toujours été le football que j'ai aimé, parce que je considère que bah voilà, il y a eu ces blessures qui ont fait que je sais qu'il faisait des conneries à l'extérieur, je sais qu'il était voilà, mais encore une fois, quand on se replonge dans les archives de Ronaldinho au Paris Saint-Germain, quand il arrive à moitié sous à l'entraînement, quand son frère, alors je sais plus si son frère ou son père, mais qui fout une pression absolument monumentale au Paris Saint-Germain pour qu'il soit transféré au Barça. Je C'est pense son qu'à l'époque des frère. réseaux sociaux, Ronaldinho termine comme Neymar. Ouais. Mais voilà, il a eu cette chance-là, et tant mieux en fait à la rigueur pour nos souvenirs. Moi, du coup, ça me permet d'avoir que des bons souvenirs de Ronaldinho. Et là, ça m'a juste un peu fait chier, mais c'est trop loin maintenant. C'est trop loin. Je vais pas me mettre à détester Ronaldinho parce il a fait des trucs dont je me souvenais plus il y a plus de 20 ans, quoi. Et voilà. Et je pense que Neymar Mbappé, sauf que en réalité, sauf que Neymar, une fois qu'il est parti du Paris Saint-Germain, il a eu, je crois, une ou deux piques, on va dire, quand il est vraiment parti. Mais il a pas fait de procès, il a pas, en même temps, il a pas pu faire de procès pour quoi que ce soit, mais il a pas continué, on va dire, des propos Ouais, ouais, bah, non. qui nous ont blessés, quoi. Non, ouais, il y a eu un ou deux likes quand il se moquait de Dembélé qui avait marqué 2 buts alors que lui il en avait marqué 2 en amical. Mais puis globalement il est parti, il a ramené une belle somme au club aussi. Alors je sais que pour les supporters du 21e siècle c'est important de ramener de l'argent au club. On sait jamais au cas où le Qatar en manque un peu. Hein, bon bref, mais moi je suis pas d'accord avec cette thèse. Mais non, il est pas parti en mauvais terme Neymar. Il est parti, Ouais. l'histoire était finie, il fallait que ça s'arrête et il est parti. Mbappé, il est pas parti en bon terme du tout. Là, ça se prolonge au Prud'homme et tout. Enfin, de mémoire, les seuls mecs du PSG qui sont allés au Prud'homme, c'est Dorasso et attends, il y en a un autre dont le nom m'échappe. Bon, c'est pas Mais il y a grave. pas Rabiot? Et bah oui, Adri, voilà, toujours. Et je me demande s'il n'y en avait pas un troisième. Mais bref,
Ben Arfa, voilà, merci le live. Ah, Ben Ben Arfa, Arfa, ouais. Athème. Ah bah oui, Athème, voilà. Mais Athème, c'est personne. Bah, je crois que je sais même pas si Athème est cité dans le livre d'ailleurs. Si, peut-être dans les dribbleurs. Il y a une page sur les Ouais, c'est dribbleurs. possible, ouais. Je pense que Ouais, Athème est cité quand même. il Bah, doit avoir on trois peut mots, pas. ouais. Il doit avoir trois mots. Ouais, on peut pas lui retirer ça quand même. Bon, chez nous, je sais pas s'il a passé 5 dribbles en un an et demi, mais on peut pas lui retirer que c'est un dribbleur. Mais donc ouais, non, il y a des choix éditoriaux comme ça où et ce qui est marrant, c'est que le livre qui était donc la réédition qui était prévue pour 2024, je pense qu'en 2024, on ne tient pas du tout, enfin pas forcément les mêmes propos sur Mbappé par rapport à 2025. Bah non, Alors parce qu'en que plus, en plus, il aurait, enfin, je il pense venait juste de qu'il, du coup, partir. oui, oui, c'est ça. C'est qu'il venait juste de partir. On avait, puis en plus, l'écriture, toute une partie de la réécriture aurait eu lieu avant, qui est les dernières, bah, par définition, les dernières semaines. Donc, ça aurait été vraiment très, voilà, ça aurait été très particulier, je pense, Mm. de Ah sortir ça. mais On se serait mordu les doigts d'ailleurs. possiblement. Mais tu vois, c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que bah voilà, il est parti. On a pu comme ça avoir du recul, se rendre mieux compte des enjeux des uns des autres, l'opposition très forte entre lui et Nasser Al-Khelaifi, tout ça. Bon, après, c'est pas non plus. Mbappé, c'est 2 pages, hein. On va pas faire 30 pages sur Kylian Mbappé, il est parti. Ouais. Mais c'est vrai que il a un statut à part parce que c'est d'un côté le meilleur buteur de l'histoire du club. Et ça, bah, tu peux pas lui enlever, hein. Les buts, il les a marqués, il les a marqués, hein. Au bout d'un moment, c'était pas son frère, hein, c'était lui, hein. Et de l'autre, je pense que dans le top 10 des joueurs les plus détestés, il a aussi sa place, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. c'est ça qui est fou dans ce C'est cas. fou de se dire là. Et je crois qu'on s'était posé la question tous les deux, je pense, je sais plus, enfin, je sais plus à quelle occasion, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans l'histoire des clubs européens où, je crois que je me demande si on n'avait pas cherché, on s'était fait la liste aussi de tous les meilleurs buteurs des gros clubs européens. Mm. Et genre où ce joueur serait détesté par la tifoserie. Et je crois que je me demande si tu m'avais pas dit Dortmund ou un truc comme ça. Bah Tu oui, m'avais sorti un. bah Lewandowski. Je crois que tu m'avais sorti. Voilà, c'est ça. Tu m'avais sorti Mais il est... juste un exemple, je crois. Mais je crois qu'il avait été dépassé en plus par Royce maintenant. Enfin, c'était voilà, il y avait un truc un peu. Et c'est quasiment impossible de voir Ah non, un cas mais similaire dans un autre club européen. Alors on va dire, j'ai pas fait les clubs sud-américains comme je t'ai balancé une liste comme ça pour débattre, mais c'est un cas qui est vraiment unique dans l'histoire enfin, à mon sens. Il y aura peut-être un contre-exemple là que j'ai pas en tête et donc désolé, mais voilà, c'est en tout cas c'est hyper rare quand on faisait la liste des meilleurs buteurs, c'est à chaque fois des légendes du club, des légendes incontestées, ou alors si elles sont contestées, c'est un peu après parce qu'ils ont été coachs et que ça a foiré ou des trucs comme ça. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que Mbappé est un cas bah, très à part, quoi. Non, il n'y a pas de chapitre sur Amara Simba. Je pense qu'il est cité quand on parle des années Oui, c'est ça. 80-90, ouais. Parce Ouais, qu'Amara ouais, il est stylé. Simba, déjà joueur ultra visuel, qui n'a pas rêvé d'être Amara Simba avec ses bicyclettes et tout ça. D'ailleurs, j'ai écrit sur lui un article au mois d'août quand il avait après le doublé de Joao Neves à Toulouse sur ses fameuses bicyclettes. Ah oui. J'avais écrit un article sur le fait qu'Amara Simba était quand même à jamais la référence ultime du Paris Saint-Germain quand il s'agit de mettre des retournées et tout ça parce que il avait une présence dans les airs qui est absolument hors norme et le top but d'Amara Simba est le top but ultime, je vous le confirme. Même, allez, Marco Van Basten en avait mis une extraordinaire, Ronaldo en a mis une, mais Amara Simba en a mis quoi, 5, 6, 7, je sais plus. Donc évidemment qu'on parle d'Amara Simba. Mais en tout cas, ouais, franchement, il y a des choix éditoriaux qui sont compliqués et on se rend compte, par exemple, dans ce qui a changé, la relation avec le Barça en 5 ans, elle est incroyable. À savoir qu'entre temps, bah, on leur a volé Messi. Bon, ils auraient pu le garder, hein, tant pis. Voilà, c'était finalement voilà. Il y a eu plusieurs affrontements où à chaque fois on gagne. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un antagonisme Paris-Barça. Je pense que, bah, de mémoire, c'est la rivalité européenne la plus forte aujourd'hui, quoi. Il y a Real Madrid aussi qui est pas mal, mais bon, il n'y a pas eu assez de matchs entre les deux. Barça, on les a joués beaucoup. Il y a Ouais. évidemment la remontada qui est le traumatisme absolu. Mais ouais, non, il y a beaucoup de choses à dire. Et oui, il y a un chapitre, il y a 2 pages sur Luis Hernandez, évidemment. Luis Hernandez, c'est un personnage ultra important du PSG du PSG. Luis Hernandez, il a joué dans les années 70, il a joué dans les années 80, il a coaché dans les années 90, il a coaché dans les années 2000. Il est revenu dans les années 2010 en étant directeur sportif du centre de formation. C'est le seul mec qui a fait 5 décennies au PSG. Donc évidemment que Luis est dedans. Ouais. On aime ou on n'aime pas, mais il est évidemment dans un livre avec le PSG. Non, franchement, tu peux pas, lui, tu peux pas l'enlever. C'est comme Mbappé, tu peux pas dire qu'il a pas existé au PSG. Bah, si, il a existé. Voilà. Oui, Damien, excuse-moi. Non, non, t'inquiète, non, non, je rigolais à une de tes blagues, c'est tout. Mais c'est Ah, marrant ce que tu disais parce que
Il y avait justement sur Neymar, je regardais, il y avait deux commentaires. Du coup, il y a Derek qui dit pas si clivant Neymar, et juste au-dessus de lui, il y en a un qui dit qu'il le déteste et l'autre Ah qui bah l'adore. oui. Donc, Mais c'est d'ailleurs, vous avez les deux cas, hein. Toi, tu l'aimes bien, moi, je peux plus le voir en peinture, hein. Mais vraiment, hein, enfin, à la fin, c'est bon, elle est terminée. Heureusement qu'on est passé à autre chose. Non, mais vraiment, quoi. Moi, la fin, je saturais totalement du personnage, des excès, de tout ça. Allez, c'est bon, le football, c'est un peu sérieux. Au bout d'un moment, tu nous prends pour des idiots, tu dégages, hein. Voilà. Mais bon, on nous dit dans 3 ans, nouvelle édition et 10 pages de plus sur Luis Enrique. Luis Enrique, quand il va partir, que vous l'aimiez ou pas, c'est le plus grand entraîneur de l'histoire du club. C'est pas ouais. très compliqué. Et il n'y a pas le début d'un débat, hein. Peut-être que Luis Fernandez, sur Bean à 16h50, un jour d'apéro un peu salé, va nous sortir qu'il a fait mieux parce qu'il a gagné avant lui. Mais voilà, c'est le plus grand, c'est sûr. Il y a pas de doute. Il a ramené le Graal. Donc, Mais par exemple, on a fait évidemment 2 pages dans les chouchous sur Luis Enrique. Luis Enrique a Ouais. on se rend pas compte, mais Luis Enrique a une relation très forte avec le public du Parc des Princes. C'est peut-être l'entraîneur qui a, sans parler vraiment la langue, sans s'être jamais spécialement exprimé directement avec eux, a la relation la plus forte. Luis Enrique a tout le temps, tout le temps, tout le temps un mot pour le public. Tout le temps. Mm. Dans les conférences de presse, dans les après-matchs, conférences de presse avant match, après match, à chaque fois, Luis Enrique, il y a un mot pour le public. Il y a un mot genre ouais, ils nous ont poussé jusqu'au bout. Ils méritent que de voir une équipe qui comment dirais-je, qui se donne jusqu'au bout, tout ça. Et c'est enfin Maurizio Pochettino qui était un ancien joueur. T'as l'impression que ça lui a arraché le bras de dire bonjour au public. Voilà. Non, Luis Enrique a une relation qui est presque fusionnelle avec le Parc des Princes et il est évidemment un des chouchous du Parc des Princes. Mais je pense même que Luis Enrique, à l'heure actuelle, peut-être qu'il y aura d'autres noms qui vont émerger. Mais si on sort d'Aleb et Suzy, qui sont des cas particuliers, parce que c'est tellement ancien, il y avait tellement pas la même relation médiatique aux Mm. choses, aux informations, voilà, même aux matchs, puisque les matchs de d'Aleb et Suzy n'étaient pas tous retransmis. Je pense que Luis Enrique, c'est le seul avec Rai qui est absolument incontestable aujourd'hui dans la tifoserie parisienne. On peut être des fois voilà, pas d'accord avec comment dire, le changement ou sa gestion des joueurs ou qu'importe, etc. Bon, maintenant plus personne le dit trop parce qu'il a peur de se faire fermer sa gueule, on va dire 6 mois plus tard. Donc ça évite un petit peu de se faire ressortir des déclarations sur WhatsApp ou sur Twitter. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec Rai, voilà, c'est vraiment les deux êtres, on va dire, l'un coach, l'autre joueur, qui sont vraiment les plus incontestables dans l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est très difficile à l'heure actuelle de trouver quelqu'un qui va vraiment dire, non, mais attendez, arrêtez, vous en faites trop avec lui, ou alors, non, il a pas l'importance que vous lui prêtez, etc. Mm. Et là où c'est encore plus fort, c'est que lui, c'est en 2 années. En 2 années, et en tant que coach, alors que les coachs de l'histoire du Paris Saint-Germain sont quasiment tous détestés ou ça se termine mal. Ah Il y a oui, même, c'est la base. voilà, voilà, c'est ça exactement. Même, tu vois, même on va se dire Arthur Georges, etc. Non, mais l'histoire d'Arthur Georges, non, mais ok, il y a 94, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà. Alors, je parle même pas de ce qui s'est passé après Arthur Georges, où là, alors là, carrément, là, c'est vraiment la détestation quasiment totale de tout ce qui a suivi après, y compris d'Ardoulis Fernandez, où ça s'est très mal terminé. Mm. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un d'incontestable et c'est vraiment encore plus Bah, fort en tant que coach au Paris Saint-Germain. ouais, et tu vois, c'est marrant, une personne sur live, tu dis Rai, Luis Enrique, me rajoute Bernard Lama. Même Oui, c'est vrai. Bernard Lama, Ouais. Ouais. aussi incontestable soit-il, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pardonné ses boulettes, sa suspension pour 6 mois quand il avait tapé un peu trop dans le bédo, ce genre de choses. Rai, quand il s'en va, a un hommage qui est encore largement supérieur à ce que Bernard Lama a eu. Rai a eu les adieux ultimes, globalement. Oui. C'était incroyable. Le match est perdu, tout le monde s'en fout, tout le monde pleure. Euh, le joueur Rai, quand tu le revois aujourd'hui avec 30 ans de football qui archi vitaminé depuis, tu dis ouais, il joue à 2 à l'heure, tout ça, mais tu peux même pas comparer les époques tellement voilà. Zlatan aussi, c'était beau, mais Zlatan il part quand même sur un constat un peu d'échec, à savoir la Ligue des Champions où il se loupe contre City, il se fait siffler, tout ça. Di Maria a intégré notre page des chouchous par exemple. Di Maria n'y était Mhm. pas en 2020 et Di Maria fait non, il faut qu'il y soit Fideo. Évidemment, Fideo, faut qu'il y aille. Voilà. Le Paris FC pour Rai. Oui, mais le Paris FC, c'est aujourd'hui. Il a 60 ans, Rai, personne lui en veut, quoi. J'espère qu'il leur suce du fric à tout va, même. Puis voilà. Enfin, Rai au PFC, ça pique, ouais, mais
il est dirigeant, il est pas entraîneur, il est pas joueur, et encore, je sais même pas s'il est dirigeant. C'est pas grave, honnêtement. C'est pas. Ouais, et puis après, c'est vrai que le Paris FC, alors, enfin, je sais qu'historiquement, hein, ça l'est. Enfin, on l'écrit d'ailleurs noir sur blanc. On écrit d'ailleurs voilà, les relations un peu particulières que le Paris Saint-Germain entretient avec les autres clubs de la région parisienne. Mais enfin, je sais pas si c'est trop dur d'ailleurs, mais je pense, enfin, moi j'ai du mal à les considérer comme des rivaux. C'est pas genre je les aime bien ou je veux qu'ils gagnent des matchs. Moi j'ai qu'un seul club, j'ai même pas de club étranger par ailleurs. Mais en vrai, j'ai du mal à. Enfin, pour moi, enfin, Rai serait parti à Lyon, par exemple, ça m'aurait plus fait chier qu'au Paris FC. Quand bien même, la rivalité, on pourrait dire qu'historiquement, la rivalité avec le Paris FC est antérieure, même antérieure à tout le reste d'ailleurs. Mais je sais pas, pour moi, c'est vraiment anecdotique. C'est anecdotique. Après, je dirais peut-être pas la même chose si, par exemple, le Paris FC, si Bernard Arnault, enfin la famille Arnault lâche 1 milliard l'an prochain et qu'on se retrouve avec eux premiers, nous deuxième et que Rai est en train de fêter ça avec une écharpe à leur couleur, peut-être qu'on révisera et que dans le livre pour les 60 ans, peut-être qu'on sera un petit peu plus, voilà, un peu plus dur avec Rai. Et voilà, j'ai du mal à le Non, considérer, voilà, à considérer ça comme une trahison, quoi. si je peux me permettre, Rai, c'est un peu Jerry West. Pour ceux qui ne le savent pas, Jerry West, c'est donc le mec qui est sur le logo de la NBA, qui a été un mec mythique des Lakers, et quand il est devenu vieux, il a été un peu dirigeant aux Clippers. Bah voilà, Rai, c'est ça. Il sera toujours du PSG, même s'il est dirigeant pendant 15 ans des Clippers ou du Paris FC. On s'en fout, il sera toujours de chez nous et c'est tout quoi. Voilà. Et de mémoire, Rai était d'ailleurs à la finale de Milan évidemment, de Munich. Euh, voilà. Non, Rai il sera toujours de chez nous. On peut prendre le problème par tous les points. Rai, il a pas pleuré pour le Paris FC à la fin. Non, non. C'est ça. Oui, ça fait un peu chier, mais c'est pas non plus dramatique. Je crois que Denisot aussi est passé un petit truc au Paris FC. Bon bah voilà, Michel Denisot, il sera toujours lié au PSG et à la Berrichane de Châteauroux évidemment. Mais voilà, non mais c'est vrai que il y a comme ça certains, bah Marquinhos, on a rajouté au chouchou évidemment, Marquinhos. Et moi, par exemple, je suis pas le plus grand fan de Marquinhos, mais à un moment donné, il s'impose, c'est le capitaine. C'est le capitaine de notre victoire en Ligue des Champions et surtout lui a vraiment tout connu comme nous dans la décennie 2010. On va dire qu'il reste quand même la décennie la plus dorée de l'histoire. 2010, on va dire 2025, on va dire ces 13 dernières années, c'est les plus intenses de l'histoire du Paris Saint-Germain sur le terrain, parce que même les années 90, finalement, la parenthèse enchantée, elle a duré moins longtemps désormais que ce qu'on est en train de vivre là. Et sauf que lui, il a vraiment tout vécu. Il a vécu enfin, le retour des titres, même s'il n'était pas là pour le premier, c'est ça où il arrive juste après la victoire, enfin le premier titre de Ligue 1. Mais après, il connaît absolument toutes nos plus belles joies, mais aussi toutes nos pires défaites, voire traumatismes évidemment. Et en fait, évidemment, ces pleurs qu'il a eu sur le terrain, enfin qu'il a eu même pendant le cinquième. Moi, je regarde toujours ces 2 vidéos de Canal+, là, le résumé. Je pense que je l'ai regardé approximativement 50 ou 60 fois. Je fais chier absolument tout le monde à la maison. C'est ma femme qu'on a ras-le-bol de ça là, que je mette ça, que je mette ça à la maison. Mais les gosses sont super contents. Et après, l'autre vidéo de Canal+, où on voit Marquinhos en train de pleurer après le cinquième but. En fait, Marquinhos, il a été nous. C'est-à-dire qu'on a été combien à pleurer au moment où on se réalise qu'en fait, voilà, enfin, ce qu'on espérait avoir, enfin non, ce qu'on souhaitait avoir et qu'on espérait même plus, et ben en fait, c'était là. Et c'est vrai que là-dessus, c'est limite au moment où il y a ses larmes et il y a son discours d'après-match, où bon, à ce moment-là, on pense pas à Marquinhos ni au bouquin, hein. On pense surtout aux pintes qu'on est en train de boire. Mais je veux dire, en tout cas, alors toi, tu penses à l'article que tu es en train d'écrire et Ah moi, je moi pense à mes j'écrivais pintes. rien, moi Voilà, j'arrivais moi, plus à écrire moi. voilà, c'est ça. Et ben, c'est vrai que voilà, c'est pareil, ça s'impose exactement limite autant que Luis Enrique en réalité. Oui, c'est ça, oui. Non mais voilà, comme je dis sur live, c'est Marquinhos qui m'a fait pleurer. Avant ça, j'étais dans la forêt. Non mais oui. Bah. Puis Marquinhos, recordman des matchs sous les couleurs du PSG quand même. Puis enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pendant 20 ans, 25 ans, Pilorget, pour nous, c'était un record qui tomberait jamais, quoi. C'était le Ouais. truc intouchable, 500 matchs. Et puis je pense que le record de Marquinhos, il va tomber un jour dans les 15-20 prochaines années, il tombera ce record de Marquinhos. On joue de plus en plus de matchs, donc voilà. Quoi. Tiens, question intéressante, Damien, parce que c'est un truc, on en parle dans le bouquin en plus. Petit hors sujet, mais comment vivez-vous le fait qu'on ne peut plus célébrer nos titres de champion de France dans les rues de Paris? Ah, moi, c'est un grand drame. Moi, enfin, c'est vraiment enfin, je trouve, enfin, c'est même, enfin, pour moi, ça a été une confiscation. Enfin, ce qu'on a vécu sur les Champs-Élysées.
avec un dispositif policier qui était vraiment absolument démesuré, en estimant que tout allait être rasé, etc. Certes, les supporters parisiens ne savent pas toujours fêter les choses calmement. Et j'étais sur les Champs-Élysées le soir du premier titre. Quand je voyais des gens arriver avec sur le toit de bagnole qui allaient à fond sur les Champs-Élysées, alors qu'il y avait des gens pas très loin de là où ils fonçaient, c'est sûr que c'était regrettable. Voilà, on va dire ça comme ça, quand ça a commencé un peu à casser également. Mais là, c'était quand même, franchement, enfin, moi qui suis un amoureux inconditionnel de Paris, j'écris régulièrement des choses sur cette ville que je porte vraiment dans mon cœur, même cette région d'ailleurs. Euh, pour moi, c'est une des, ouais, je pèse mes mots, c'est une des plus belles histoires de l'histoire de cette ville en réalité. Pas la plus belle, mais on va dire, ça fait partie des moments iconiques qu'a vécu cette Mm. ville. Et de voir en réalité ce bus passer, bah, voilà, devant une moitié, enfin, je dis une moitié, même un quart de Champs-Élysées, alors que si on nous avait dit, ah, c'est bon, vous inquiétez pas, ça va être ouvert, on va pouvoir remplir les champs auraient été remplis. Moi, par exemple, je suis pas allé avec mes gosses parce que j'ai estimé que ça allait être trop le bourbier, que de toute façon, on n'allait pas jamais avoir une place. Mm. Et ça, franchement, ça a été vraiment hyper difficile. Parce que l'ambiance, parmi ceux qui nous écoutent, là, j'imagine qu'il y en a plein qui étaient en région parisienne à ce moment-là, l'ambiance en banlieue parisienne, l'ambiance dans Paris, après la victoire, moi je l'ai vécu dans le 91. Après, quand je suis rentré à Paris, il devait être, je sais pas, il devait être 2 heures du matin, un truc comme ça. Il y avait encore moi, j'habite juste à côté de la dalle des Olympiades, à Porte de Choisy. Il y avait des pétards encore partout, des feux d'artifice, des gens qui hurlaient. On sentait que eux, ils étaient rentrés du bar, là, ils avaient fait la fermeture du bar, ils sont en train de hurler partout. Et j'avais fait le soir de la qualif en finale avec mes gosses, je me baladais dans le 13e jusqu'à minuit et demi, et l'ambiance était absolument indescriptible. Et c'est vrai que de ne pas avoir pu profiter de ça, d'avoir ces images-là, cette communion. Et oui, il y aurait sûrement eu des débordements, des petits débordements, mais franchement, enfin, en vrai, il y en a eu aussi lors de la victoire de l'équipe de France en 98. Et qui s'en rappelle encore? Maintenant, on a juste les images Bah de attends, Zidane mais sur l'Arc de Triomphe et la liesse. surtout, il y avait une voiture qui était rentrée dans la foule en 98. Les gens, personne Oui, s'en c'est ça, rappelle, mais exactement. ça avait été assez grave quand même. Donc Ah ouais, bah non, oui. non, ouais, mais après, enfin, si je parle du préfet de police, on va se faire censurer. Mais globalement, non, mais c'est ça, c'est des gens qui ont pas de courage, qui se savent incapables d'organiser quoi que ce soit et qui, bah donc, privent tout le monde, quoi. Alors, je dis pas que les Parisiens sont les plus tenables et les plus sortables non plus. Mais non, voilà, ouais, c'est des gens qui ont pas le courage d'assumer de gérer une foule. Donc, Ouais. bah voilà, mais oui, c'est super triste. Après, t'entends les guignols marseillais te dire, vous pouvez, vous fêtez même pas les titres. Ah non, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas en fait. C'est pas du tout pareil. Non, Mais et puis en plus, on va dire la liesse populaire, on va dire genre éruptive, juste après la victoire, enfin, tous ceux qui étaient dans Paris ou dans beaucoup de villes de la région parisienne le savent, ça a été absolument, voilà, c'était juste de la pureté, c'est juste le plaisir intense, le fait que des gens pleuraient, des gens rigolaient, des gens buvaient, d'autres juste, voilà, marchaient à gare, tout seuls certains, d'autres en groupe, d'autres en famille, entre amis. Encore une fois, bah, par exemple, Viola raconte qu'il avait certains potes des Lutèces qui étaient, je crois, à Ivry-sur-Seine et qui essayent de, et il y en a certains qui arrivent en vélo et comme il y avait tellement de bordel dans les rues de Paris que ceux qui arrivent en vélo ceux qui sont en vélo arrivent plus vite et ceux qui voulaient venir en bagnole, ils ont mis un temps pas possible parce que c'était le bordel partout. Et voilà, c'est il s'est passé plein d'histoires absolument fabuleuses. On s'en souviendra tous en réalité de quand on a gagné lorsque on a gagné cette finale. Et c'est vrai que le lendemain, en fait, on aurait aimé avoir un truc un peu plus organisé, un peu plus. Alors, il y a eu au Parc des Princes, mais c'est différent parce que c'est pas dans les rues de Paris, c'est dans notre stade certes, mais c'est pas dans les rues de Paris, c'est pas dans les rues de notre ville. ouais, mais c'est vrai que par exemple, bah, le fait qu'on puisse pas fêter les titres dans Paris, c'est quelque chose un peu, c'est une aberration européenne. On est les seuls dans ce cas-là, quoi. Mais bon, Ouais, faut faire mal, c'est triste, mais bon, bah, on fait avec, quoi, tout simplement. c'est ça. Mais j'avoue que c'est très triste quand même. Après, on a un peu pu fêter au parc et tout, mais voilà. C'est comme ça. Bah d'ailleurs, ouais, dans les trucs qu'on a pu rajouter, il y a une double page sur le PSG et le Parc des Princes. C'est quand même, Mm. voilà.
Le PSG, le Parc des Princes, c'est quand même le stade depuis 1972. On joue là-bas depuis cette date-là à peu près, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, Il y a la question de l'avenir qui se pose. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on ne va pas continuer là-bas? Et donc, ben, on en a fait une double page. Quel avenir après le Parc des Princes? Voilà. Non mais on se rend pas compte, mais le parc c'est le seul fil rouge du club depuis sa création. À savoir, Mm. on a été au camp des loges. On est parti du camp des loges. On est donc au campus PG. On a fait une double page aussi dessus parce que le campus PG, c'est quand même le lieu de vie de l'équipe première et même des jeunes, de la formation. Pas encore du hand, mais je pense qu'à terme, voilà. Donc c'est un endroit vraiment clé, le centre d'entraînement, surtout pour le PSG qui est un club un peu écarté depuis toujours entre les bureaux dans l'ouest parisien, à savoir au Parc des Princes, puis aujourd'hui à Boulogne. Avant c'était même, ils avaient aussi le siège, je sais plus où c'était là, bah, c'était vers chez Guy Crescent, tout ça. Enfin bref, Mm. le PSG a toujours été découpé en deux, les bureaux d'un côté, le centre d'entraînement de l'autre. Aujourd'hui on est toujours dans cette logique-là. Mais le parc a été toujours le fil directeur du club, le fil rouge. Là, le fil rouge est pas loin de se couper. Donc c'est quand même un point important qu'on devait évoquer, quoi. Est-ce que le PSG va quitter le Parc des Princes? Oui, 73, pardon, pas 72. 72, c'était encore le Paris FC qui jouait dedans. C'était vide d'ailleurs, bizarre. Voilà. Le club a été créé pour le parc. Je sais pas si c'est. Oui, c'est vrai qu'en partie pour ça, oui. Et le Parc des Princes n'a pas été créé pour le PSG, mais bon, les deux sont liés en fait. Et surtout depuis maintenant 30 ans, enfin 28 ans, l'équipe de France ne joue plus au Parc des Princes, donc c'est vraiment le stade que du PSG. Un peu des concerts de Johnny Hallyday, mais ça c'était notre époque aussi. Mais donc ouais, c'est vraiment le stade du PSG, et on n'est pas sûr que ça continue, quoi. Donc on me dit, je veux pas voir une autre équipe au parc. Ouais, ouais, mais bon. Et c'est l'avenir Ah, du Parc moi, des Princes. Toi, ça te rend malade, Damien, je sais. par exemple, tu vois, on me dit le Paris FC joue au Parc des Princes. Là, pour le coup, ça devient un rival immédiat. Je cherche vraiment voir une autre équipe. Je sais que j'entends tous les arguments économiques, de développement du club, etc. Voilà, j'entends la guéguerre entre la mairie et le club. Bon, encore une fois, hein, si le club dit nous prendrons notre décision à l'automne 2026, soit 6 mois après les élections municipales à Paris, et quoi qu'il arrive, Anne Hidalgo ne se représente pas. Et voilà, et en gros, on verra ce que dira Emmanuel Grégoire publiquement. Mais on a l'impression que c'est pas en tout cas le plus. Voilà, il n'est pas sur une position aussi radicale en tout cas que ce que celle qu'avait Anne Hidalgo sur le sujet. Rachida Dati, bon bah voilà, disons qu'elle n'aura pas de mal à discuter avec la direction qatari. Donc en réalité, s'ils annoncent ça 6 mois après les municipales à Paris, alors que soi-disant l'affaire est pliée, on a des articles très régulièrement dans l'équipe ou dans le Parisien qui nous font comprendre que normalement, voilà, il y a des éléments de langage qui sont diffusés qui va dire voilà, c'est bon, l'affaire est pliée, Paris va partir. Très bien, voilà, on a ces deux trucs-là, on a Massy, dont on parle un petit peu aussi, et évidemment Poitiers, qui sont les deux plus grandes pistes. Voilà, je suis un peu, voilà, je pense que tout ça va se terminer au Parc des Princes avec un Parc des Princes agrandi et pas un stade vendu, mais avec un statut qui sera quasiment équivalent à une vente où le Paris Saint-Germain pourra faire ce qu'il veut à peu près. Mais moi, tu me fous le Paris FC ou n'importe quel club à la place du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, je ne réponds plus de rien. Moi, je vais rien faire en réalité, parce que de toute façon, je vais me faire arrêter immédiatement. Avant même que je fasse quelque chose qui soit sensiblement intéressant. Mais voilà, ça me fout en rogne. Ouais, non, mais c'est marrant, c'est que tu vois, je suis là dans le livre à la page Partir du parc, donc page 230, 231, et le premier truc que je vois, c'est cela m'emmerde, le PSG c'est au parc, s'emporte Viola, ancien capot des Lutèce Falco, qui montre son tatouage du parc sur son bras. On voit ce que ce stade peut faire. C'est dans Paris Intramuros, ça fait partie de la substance du PSG, c'est un joyau, un stade iconique. Et tu vois, c'est juste à l'instant. Je suis tombé par hasard sur la page, mais oui, effectivement, la question du Parc des Princes pour les supporters se pose évidemment. Dans les trucs qu'on n'a pas changé, je crois que finalement les pages maillots, écharpes et stickers n'ont pas évolué parce que c'était compliqué. Alors il y a toujours des pièces extraordinaires, des choses que des Avec un peu collectionneurs plus ont. de temps. Avec un peu plus de temps, je pense qu'on aurait pu encore ajouter des choses, mais c'est vrai que voilà, on a été contraint par le temps et en réalité compléter ce qu'on avait déjà trouvé. Bah toi, ta collection de stickers, évidemment, voilà les collectionneurs de maillots, d'écharpes qu'on a vu, de tickets de match aussi. Ouais.
En réalité, c'était déjà tellement complet que pour améliorer ces sections, C'est ça aurait compliqué. mérité en réalité des heures et des heures et des heures de réflexion, de sélection, de qu'est-ce qu'on enlève. Ah, mais est-ce que si on rajoute une double page, machin. Enfin, ça aurait été vraiment, Ouais. ouais, ça aurait été vraiment compliqué. Et dans le temps qui nous était imparti, c'était pas possible de faire ça. Ouais. Tiens, on nous dit ça mérite un livre à part, les stickers et autres matos. Je sais qu'un des collectionneurs, qui est dans le livre pour ses maillots notamment, avait un projet de livre uniquement sur ses maillots. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver un éditeur qui est assez fou pour faire ça. Et l'édition est peut-être un peu fausse. Mais je les comprends aussi, hein. Je comprends toutes les parties, mais c'est vrai que ça mériterait. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il faut pas le faire en auto-édition? Bon, voilà. Une rétrospective des tifos légendaires, c'est pareil. Mais pour reproduire un livre, il faut vendre aussi, hein. Ça a un coût de production, un livre. Donc il y a des moments, je suis désolé, mais il y a une réalité économique. Des livres trop de niche comme ça, c'est compliqué à produire, tout simplement. Est-ce qu'il y a une page Hum. sur les flops du club? Alors, non, il y a une page sur les joueurs détestés, une double page même. Mais les flops, non, c'est vrai que, en fait, les flops, paradoxalement, c'est que c'est pas quelque chose dont les gens vont parler naturellement quand tu leur parles du PSG. Quand tu parles avec un supporter du PSG, t'as pas envie de lui dire, en fait, selon toi, c'est qui les plus nuls de l'histoire, là? Non, non, Ouais, t'as envie de parler des bons côtés. Tu fais un livre sur les 50 ans d'histoire. Bah non, bah pareil, tu fais un livre sur l'OM, tu commences pas le chapitre par le fait que tu as acheté toutes les plus belles années. C'est pareil. Voilà. Alors que la réalité, c'est ça. Mais nous, on n'est pas comme ça. Est-ce que Ressé est mentionné dans le livre? Je suis pas sûr qu'il. Peut-être quand on refait l'histoire des années 2000, quand on parle du départ de Zlatan. Il me Ouais, je sais semble. pas. Je me demande si tu t'as pas voulu le censurer comme moi j'ai voulu censurer le mot remontada qui ne figure pas dans le bouquin. Je me demande si t'avais pas voulu censurer la présence de Ressé, même pour dire que c'était une merde. Je me demande s'il n'y a pas ça. Mais faudrait voir. Je suis en train de balayer les époques et je ne vois pas le nom de Ressé effectivement. Vers 2000. En même temps, il a joué, je crois, 25 matchs au total. Et oui, il y a des mots doux pour les traîtres partis à l'OM. Bah, évidemment, pas évidemment, évidemment. On n'avait pas les Il y rater. a une double page sur eux, donc ça c'est autre chose. Exactement. Il y a une petite, il y a j'avais oublié qu'on avait pile à temps réussi à finir l'entrefilet sur la Super Coupe d'Europe, sur Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Ouais, Mais ça, c'est vraiment bouclage. Vraiment, ouais. je vais pas vous dire, Bah, je vais c'est pas pareil. vous, voilà. Ouais, vas-y, dis, Non, mais je te ça, laisse le dire. je crois que Dembélé, il a le Ballon d'Or le lundi. On devait envoyer les textes définitifs genre le mercredi, quoi. Donc tu l'as écrit, Voilà. il me semble même que tu l'as préécrit et ensuite on l'a corrigé après ou tu l'as écrit le matin en vite fait. Moi je l'ai corrigé, c'est moi qui ai envoyé à l'éditeur. T'as même pas relu mes corrections, je crois, ou une histoire comme ça au final. Et c'est vraiment ça. Et j'avoue que bon, bah, Benoît, parce que je sais que Benoît, notre éditeur, va nous écouter et il va se Ah bah on va souvenir se faire comment je lui ai tirer les cassé. oreilles. Voilà comment je lui ai cassé la tête parce que moi j'estimais qu'il fallait plus, mais bah, c'est lui le maître des horloges sur à la fois sur les dates de rendu, puis aussi le maître, le maître de la maquette et du BAT, donc la fin de la moment où on envoie après à l'imprimerie. Et j'entends l'argument que bah, le livre ne serait peut-être pas sorti si j'avais voulu faire si j'avais voulu qu'on fasse cette double page. Mais bon, voilà, c'est Voilà. vrai que c'est vrai que voilà, mais c'est bon, bah, c'est les aléas Voilà. de l'édition d'un bouquin. Il y a une date à arrêter pour que le bouquin sorte à l'heure. Et Et on voilà. a poussé pour avoir la super coupe, rappelle-toi. Est-ce qu'au départ, on était Oui, c'est censé ça. rendre rendre tous les textes, je crois, 31 juillet, j'avais, alors, je vous explique le calendrier, les amis. C'est pas possible. Moi, c'était le 13 août, je crois. Le 13 août, je vais me faire Paris-Nice en bagnole. Le soir, je dois gérer PSG Tottenham. Alors, je peux vous dire qu'il va figurer dans le bouquin, celui-là. Donc, c'est hors de question que je transige. Mais non, non, ouais. Mais par exemple, la finale de la Coupe intercontinentale, qui est le 17 décembre, bah évidemment, elle est pas dans le livre. Ouais, Alors, on sait même pas encore contre qui ça sera déjà. Mais si ouais. vous l'offrez le bouquin à Noël, vous pourrez pas dire, regarde, tu te rappelles, la semaine dernière, c'est déjà dans le livre. Non, non, non. Il y a le Nul pas les bouquin. bouquins qui fait le PSG. Ouais. Non, en plus, honnêtement, le bouquin, il fait pratiquement 300 pages. Il est beau. Le papier sent bon. Enfin, il sent le papier. Ça se fait pas. L'imprimeur, il peut pas sortir ça en 3 minutes, quoi. Ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Merci Paris que j'ai sorti donc le 1er juillet dernier sur vraiment la victoire en Ligue des Champions, le parcours, tout ça. C'est beaucoup plus rapide à imprimer parce que la qualité. Alors certains préfèrent le papier de Merci Paris, mais ça c'est des goûts et les couleurs. C'est pas relié sur le côté et tout. C'est un livre, une couverture souple, etc., etc.
Non, c'est l'imprimerie. Au bout d'un moment, il y a des, comment dirais-je, des contraintes qui sont pas indépendantes de notre volonté. Et puis on décide pas. À ce niveau-là, je vous le dis globalement, l'auteur se tait et laisse faire la machine infernale marabout. Ouais, Tiens, juste sur les. vas-y, C'est vrai vas-y, que... vas-y. Ah, non, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, juste on me On va demande dire. est-ce qu'il y a une plaidoyer de l'enfant terrible sur Paredes. Simon est dans les témoignages du livre, oui. Oui, oui. Ouais, C'était toi qui avais fait l'entretien de Simon, je me souviens. ouais, exactement. Hmm. Voilà. Attention, on nous demande est-ce qu'il y a une mention du tweet iconique des Anglais sur la photo de Dembélé et Palmer à New York? Non, non, il n'y a pas de ça. Et le livre est dispo, la réédition à partir du 19 novembre, donc mercredi. Voilà. Je sais que je vous ai mis le lien sur Amazon si vous voulez le précommander. Mais en tout cas, c'est dispo à partir du 19. Nous, on a reçu notre édition en tant qu'auteur. Tu l'as eu le tien aussi, Damien, en fait? Ouais, Oui, 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 si exactement. moi je Et l'ai c'est eu. mes vieux. Ouais, moi aussi. Voilà. Mais voilà, en tout cas. Est-ce que les podcasteurs historiques ont tous fait un plaidoyer? Non, je crois que des podcasteurs historiques, il n'y a que Simon dedans d'ailleurs. Il y a pas Omar aussi. Attends, il y avait qui d'autre? Attends, si, il y en avait un autre. Attends, ouais, t'as raison, ouais. C'était qui? Il y a Simon? Bah, tu vois, il y avait Oh, qui? Attends. on aurait dû réviser nos. Il y Attends, mais moi, je a crois qu'on a la liste. non, il y a On a la liste. JTH qui est dans le livre, qui est un podcast, qui est un célèbre forumeur de culture et qui avait fait des podcasts historiques avec nous. Voilà. Mais sinon, peut-être qu'il y en a un autre. J'avoue que j'ai honte, je me rappelle pas. Mais globalement, il y a des personnes qui ont aidé le site, il y a des personnes qui sont complètement extérieures au site. Voilà. Il y a Fouzia qui témoigne dedans de mémoire. Il y a Ah oui, Fouz? Ouais, c'est ça. exactement. Ouais, et qui fait partie des personnes qui sont intervenues À dans la Munich. première version et dans la réédition Ah oui, également. c'est Et vrai, ouais. notamment, j'ai partie de celles qui ont été à Munich et Ouais. qui raconte son déplacement absolument mythique où elle se retrouve on spoilera pas, mais qui se retrouve avec des, on va dire, de l'entourage du club, plus, Ah oui. dans son avant-match. Voilà. Et elle, en plus, elle a la particularité d'avoir fait, parce que bon, tous ceux qui la connaissent savent qu'elle fait un peu des trucs fous pour le Paris Saint-Germain, elle a fait et Munich et le Parc des Princes le lendemain. Donc Ouais. voilà. Ouais, alors que moi j'ai pas fait le Parc des Princes le lendemain. Mais j'ai beaucoup apprécié Munich, hein. Autant la ville, aucun intérêt, autant on n'oubliera pas d'y aller en pèlerinage. Mais voilà. Parmi les doubles pages qui sont nouvelles, il y a aussi l'interview qu'on a fait de Michel Montana. Ah oui, 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 Voilà, Michel. parce que c'était l'idée de raconter un peu ces voix qui nous ont accompagnés, nous, supporters du Paris Saint-Germain. Évidemment, voilà, dans ce concile, je crois, il y a, pas pour les matchs en Coupe d'Europe plutôt, mais il y avait à la radio Sacomano, enfin moi que je pouvais écouter quand j'étais plus jeune. Il y avait Thierry Gilardi pour les matchs sur Canal. Il y a maintenant Bruno Salomon aussi pour le fait, enfin sur France Bleu, même s'il faut dire ici Paris. Et c'est vrai que bah, là, je me rappellerai toujours, enfin ce voyage en RER A jusqu'à Cergy-Pontoise. On s'est vu dans le très émouvant parc François Mitterrand à Cergy-Préfecture, où je le vois arriver avec un maillot vraiment à l'ancienne du Paris Saint-Germain, Michel, que j'avais jamais rencontré auparavant. J'avais jamais discuté avec lui. Il était un petit peu en plus réticent parce il est assez modeste comme Mm, gars ouais, il voulait pas trop se mettre en avant, etc. Puis je dis mais écoute, là on fait quelque chose sur les voies du parc. À un moment donné, si on doit en faire qu'une, c'est toi. Donc il c'est y a pas toi. d'autre Ah voie. oui. On va dire voilà, si on doit en faire qu'une, c'est toi. Et je lui ai dit, voilà, l'idée, c'est pas, il n'y a pas de question piège, c'est pas une enquête, c'est, voilà, les questions qu'on pose, c'est quoi un bon speaker, c'est des choses qui sont un peu particulières. Et puis, un petit peu de raconter, bah, les matchs qui l'ont le plus marqué aussi, un peu ce qu'on a pu faire avec les supporters. Bah, le ici, c'est Paris, voilà, comment dire, voilà un petit peu la relation avec les ultras aussi. Enfin, ouais, c'était assez émouvant. Franchement, je me rappellerai. Bah voilà, on parlait un petit peu aussi voilà, quand j'étais chez la maman de Momo. Et c'est vrai que ce passage dans ce parc a servi avec Michel. Et puis après, voilà, puis même le retour, je me rappelle aussi du retour, etc. Je suis parti me bouffer dans le 17e un petit peu hagard après, au resto après cet entretien parce il m'a beaucoup marqué. Et c'est pareil, en fait, lui, il a une place chez les supporters du Paris Saint-Germain. Bah, les plus jeunes, du coup, vont plus pouvoir l'entendre. Enfin, peut-être certains ne l'entendront jamais. Les plus anciens qui auraient quitté le parc plus tôt aussi. Mais en tout cas, il nous a accompagnés, voilà, même quand on faisait nos avant-matchs, quand on discutait même entre nous, mais c'était parfois un bruit de fond, parfois on l'écoutait, on criait après ce qu'il disait.
Et il avait réussi à dompter un petit peu ce Parc des Princes, qui est encore une fois un public très très difficile. Et on a vu justement après son départ Ouais. le trou béant que ça a laissé. On a mis 1 an à trouver un autre speaker. Moi qui suis plus un habitué du parc depuis 2010, je peux pas dire s'il est bon ou mauvais. Il paraît qu'il En est tout pas cas, on a mal. mis du temps à le trouver. D'accord. Moi, je sais que dans les commentaires Euh, justement du podcast tous les lundis, il y a souvent, il y a quand ils cherchaient, qu'ils ont essayé 3, 4, 5 personnes. Ouais, je crois que total, il y en a eu 5 ou 6. Hein. ouais. Et il disait non, lui pour une fois, il est pas trop mal par rapport aux autres. Tout, c'est le même qui faisait. Je sais pas s'il fait encore le Paris Basket, mais en tout cas, c'était celui qui faisait le Paris Basket. Si t'es allé à l'Adidas Arena. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je l'ai en photo. Je sais jamais son nom à ce jeune. Mais en tout cas, il est pas trop mal. Et j'ai l'impression qu'il commence à bien prendre le job en main et tout, donc c'est cool. Mais ouais, passer après Michel Montana, vous vous rendez pas compte. Hein. c'est c'est comme passer après Ibra. Hein. C'est pas facile. Hein. Voilà, non mais voilà. Je vous propose. Non, je pense que dans ce qu'on a ajouté, Vincent Royer. Merci le live, merci Juan. C'est plus lui au Paris Basket visiblement. D'accord, parce qu'à une époque c'était lui de mémoire qui faisait ça. Et visiblement, peut-être que le PSG lui a dit, écoute, on a besoin de toi 2 fois par semaine avec tous les matchs. Je suis pas sûr que tu auras le temps. Quel intérêt de changer de speaker? Tout simplement parce que Michel Montana a au moins 65, si ce n'est 70 ans, qui voulait Ouais. arrêter, qu'il n'a pas voulu faire l'année de trop. Et donc, bah, le PSG lui a dit, bah, merci pour tout, Michel. Il y a Marquinhos qui lui a fait porter la coupe, enfin le dernier titre de champion de France et tout. Et bah, il était même un peu gêné d'aller le chercher. Je crois qu'il en parle Ah ouais. de ça Ouais, dans exactement, l'interview, hein, exactement, c'est ça? exactement. Il en parle. Et enfin, franchement, faut se rendre compte je veux dire, des fois, on peut se dire, bon, il y a des personnes qui sont des faux humbles, voilà, et qui après, une fois que les caméras s'éteignent, en fait, ils montrent leur vrai visage. Enfin, vraiment, l'interview était hyper touchante, et on sent quelqu'un en plus voilà, qui a vécu des choses avec le Paris Saint-Germain comme nous tous on a pu en vivre. Mais lui, c'est encore enfin, c'est un statut encore un peu plus particulier. Et ce grand drame, alors évidemment, il me dit que quand j'ai posé la question qu'est-ce que ça fait, enfin, il a été speaker, il a arrêté juste avant la victoire finale, enfin le Graal ultime. Euh, et je vois, il dit non, voilà, c'était comme ça. De toute façon, j'avais déjà pris ma décision d'arrêter, etc. Je ne regrette pas. Mais bon, voilà, on sent qu'il y a quand même un truc d'histoire, voilà, je dirais pas, c'est pas un coup manqué parce que encore une fois, comme il a dit, là, il est comme il avait dit, il a pris sa décision. Voilà, enfin, c'est sportif quand même hein, d'être speaker au Parc des Princes, avoir une voix comme ça, de jamais faillir, et puis d'être toujours là le soir et tout. Bah, voilà, faut assumer physiquement ce taf-là. Et voilà, mais encore une fois, c'était vraiment hyper émouvant. C'est une journée qui était vraiment hyper émouvante. Ouais. Bon, on a un peu fait le tour sur tout ce qu'on a pu ajouter. Est-ce que le live, tiens, on me dit que Vincent Royer fait aussi speaker de l'équipe de France de handball, il avait fait le basket au jeu. Non, mais voilà, c'est un speaker dans le petit milieu des speakers très reconnu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'au PSG, il a eu le poste assez vite. Enfin, assez vite. Dès qu'il a fait le premier essai, il a douté qu'il était un cran au-dessus des autres. Le live, si vous avez des questions à propos du livre, à propos ouais, de autres, allez-y. Juste, je vais répondre à la question que beaucoup de gens ont posée. Le livre est en vente à 42 euros. Donc, le premier, l'édition originale, était à 39 en 2020. 32 pages ont été rajoutées. L'inflation est passée par là. Et donc j'ai calculé, techniquement c'est moins cher à la page aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Voilà, je T'as été laisse. sur le site, t'as calculé en euros constants, là, c'est ça? Ah mais non, non, pas du tout. Non mais attends, t'as 32 pages de plus, ça a augmenté, donc 12 à 13% de plus. Ton prix a augmenté de 7%, il y a eu je sais pas combien d'inflation en 5 ans, mais c'est cadeau les amis, c'est cadeau. Et ouais, on me parle de live de parité de pouvoir d'achat. Je sais même pas ce que c'est. Non mais je vois ce que tu veux dire. Non mais globalement, j'avoue que je fais le malin, mais c'est pas moi qui ai fixé le prix, c'est pas moi qui ai défini plein de choses. Donc voilà, il y a une promo. J'ai regardé. Donc là, sur le site de l'INSEE, en fait, tu peux voir en fonction de l'inflation entre un prix qui était donc en euros, 38 euros en 2020, Non, ça aurait 39, fait 43 39, euros. 39 Euh, c'était. 39. Ah bah Ouais. tiens, ça va encore mieux du coup, 39. Ça aurait donc fait 44,62 € à fin 2024, sans même compter l'inflation depuis le début de l'année.
Donc voilà, donc on peut remercier Marabout de pas avoir abusé sur le. On va leur dire ça, tu vas voir que la prochaine réimpression, ils vont nous la foutre à 45. Donc bref, faut pas trop le dire plus fort ça. Alors, est-ce qu'il y a une page sur Wanda? Non, il n'y a pas de page sur Wanda Nara qu'on embrasse. La bise, Wanda. Mais non, il n'y a pas de page sur Wanda. Non, par contre, c'est vrai que ça me fait penser aux féminines. Il y a vraiment une page sur la section, le fait que le PSG est de nouveau un club omnisport. Ça, c'est un truc qu'on a rajouté, notamment hand, judo, féminine, tout ça. Il y a une double page sur cette section. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu caler dans la version originale Ouais. et qu'on a réussi à faire. Donc non, c'est une bonne question. Bientôt basket, j'espère PSG basket. Ça a existé. Voilà. Donc non, et puis basket quand même sport assez intéressant en France, ça prend bien et tout, il y a de quoi faire quoi. Donc non, c'est. Est-ce qu'il y a une page sur les people qui supportent le club? Absolument pas. Alors là, et j'avoue que ça nous est même pas passé par la tête, hein. Franchement, non, vraiment, non. Il y en a qui supportent le PSG depuis effectivement très très longtemps. Je pense que le supporter parmi les plus fidèles des fidèles a fait un petit aller-retour en prison dernièrement, par exemple, mais on lui a pas donné un exemplaire en avance pour qu'il s'occupe à la santé. Je suis désolé, il attendra le 19 comme les autres. Mais non, les people, enfin, entre guillemets, les people, c'est bien s'ils aiment le PSG, c'est cool pour eux, mais à vrai dire, ça fait pas d'eux des supporters mieux ou moins bien, quoi. Globalement, Oui, ils profitent déjà tellement plus du club que nous, on peut en profiter dans le sens où ils vont avoir accès aux joueurs, ils vont avoir accès à des endroits, etc. Voilà, qui sont un peu. En plus, on peut jamais savoir du coup si c'est. Bon, il y en a qui sont sûrement amoureux, totalement honnêtes et sincères du Paris Saint-Germain, mais aussi aller au parc, encore plus maintenant. Donc, je parle de tous ceux qui seraient arrivés, voilà, même s'il y en a qui suivent, qui sont au parc quasiment toutes les 2 semaines depuis 15 ans. oh, Bah oui, ouais. évidemment, c'est une sortie magnifique d'aller au parc. On voit des belles choses, il y a à manger en plus, etc. C'est Enfin, bon, voilà. c'est bon. C'est- Non, mais c'est bon, faut le dire. Tu vois, le buffet est qualitatif. Celui de la presse n'est pas aussi qualitatif, je peux te le dire. Non, je confirme. Mais non, voilà, non, donc non, les people, globalement, ça nous intéresse pas beaucoup, quoi. Voilà, pour être tout à fait honnête. Bientôt basket, non, comme j'ai dit, PSG basket, voilà. On nous dit, je peux confirmer, le buffet du carré, c'est un truc à faire. Non, oui, c'est très bon. Et puis, attention, hein, c'est pareil dans tous les clubs, hein, je vais pas dire des piques-assiettes, parce que comme tu dis, Damien, certains aiment vraiment, vraiment profondément le PSG, hein. Ils Oui, sont bien là. sûr. Ouais. Enfin, j'en ai vu certains sur des matchs vraiment crevés, ils sont là quand même, quoi. Donc là, tu sais que lui, il vient pas que pour le buffet, quoi. Il vient parce qu'il aime vraiment Ouais. le PSG, quoi. Mais donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que toi, il y a un autre truc dont tu veux parler à Non, propos on a du fait le tour. livre? Ouais. Ah, il y a des personnes qui m'avaient demandé pour une éventuelle séance de dédicace. Alors, je vous avoue que je fais un très rapide saut en France pour PSG Tottenham notamment et pour faire une émission sur Ici Paris à propos du livre. J'aurais pas le temps de faire une séance de dédicace à ce moment-là. Le seul moment où j'aurais éventuellement le temps d'en faire une, ça serait juste avant Noël. Donc ça serait par exemple, attendez, Noël. Je crois que j'ai mon Eurotunnel le 21 décembre. Donc entre le 22 et 22 ou 23, je sais pas comment on pourrait faire, un truc du genre en gros quoi. Mais encore une fois, faut trouver un lieu, il faut que Damien soit aussi dispo. Je sais pas si sur Paris, tu es sur Paris pour Noël, pardon, c'est mieux dans ce sens-là. Ouais, si, le 22-23. Là, il est en train de me piéger en direct, c'est cool. Non, le 22-23, c'est 22-23, c'est bon, Mais je bon, serai à Paris. voilà. Je suis en vacances en plus, donc c'est Non très mais bien. en plus, ce qui se passe surtout, c'est qu'on n'avait rien pu faire pour la sortie de Rouge et Bleu 2020 parce que c'était le Covid. Donc tout était Ouais. interdit. Euh, L'éditeur était blanc comme neige au moment où on lui a parlé de réunir 80 personnes pour un bouquin, alors que c'était même pas les jauges dans les stades à l'époque. Donc voilà. Mais bon, on dit que tu vas faire l'aller-retour depuis un trou paumé d'Italie. Non, Ah non, il pas. parle de moi là, je pense. Oui, Je je pense qu'il sais, parle de moi oui, parce je que sais ah oui, bien. d'accord, parce que c'est vrai que non, 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 sache, mon cher Giuseppe, que je vais très très peu en Italie pendant les vacances de comment dire de Noël, même si j'étais encore en Sicile à la Toussaint et j'y étais encore 3 semaines cet été, j'y vais assez peu aux vacances de Noël. Depuis qu'il est Voilà journaliste, pour ta gouverne. depuis qu'il est journaliste éco, l'hiver il va plutôt à Courchevel ou à Gstaad, ce genre d'endroit, vous savez.
pour parler aux grands de ce monde. Mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà. Non mais j'aimerais bien qu'on puisse organiser. Il faut que je m'arrange aussi avec le patron du Loup Pascalou évidemment, parce que je pense que si on fait quelque part, ça sera forcément là-bas. Mais voilà. En tout cas, non mais plusieurs personnes me demandaient, donc voilà. Donc le prix, c'est bon, j'ai dit. Je vous ai mis un lien. Est-ce qu'il y a une édition spéciale avec un fichier purge inclus? Eh non, malheureusement, Mathieu garde précieusement son fichier purge. Mais je pense qu'il y a quelques lignes qui ont été ajoutées depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a de la moustache brésilienne, peut-être même du goléador portugais, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a toujours des lignes qui malheureusement étaient très vides à une époque, qui se sont remplies. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu veux rajouter, Damien, sur le livre? Parce que les questions, en fait, je pense qu'on a répondu au fur et à mesure, parce que ça fait quand même Ouais. 1h20 qu'on parle du bouquin. Ouais, c'est vrai. Bah non, c'est bon. On attend après les commentaires, les désaccords, et puis si en plus il y a des trucs gentils sur le bouquin, on les prendra aussi. Mais non, non, j'ai hâte de voir un petit peu aussi la réception de cette réédition. Et puis voilà. Puis oui, d'organiser cette dédicace fin décembre. Ouais, voilà. Écoutez, on va remercier la petite centaine qui est restée jusqu'au bout. C'était très gentil. Ah, une traduction anglaise de prévu? Alors non, pas du tout. J'avoue que l'histoire de la traduction, ça nous est, mais alors pas du tout passé par la tête, hein. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si le PSG aurait pu attirer assez pour faire une version anglaise. Franchement, ça c'est une question pour l'éditeur, honnêtement. La Ouais, date de bah, il sortie. est sûrement qu'il nous écoute, donc il pourra nous répondre. Je Il pense pourra nous pas parce répondre. que en général il commente, je le vois dans les commentaires. Ah ouais? Bah, il va Ouais, écouter sur YouTube comme ça. exactement. La date de sortie, 19 novembre, donc dans 2 jours, enfin dans un jour et demi vu l'heure qu'il est même. Voilà. Est-ce que tu sais combien de Merci Paris il reste en vente? Eh ben écoutez les amis, on va aller voir ça tout de suite dans mon espace auteur de Marabout. De mémoire, il y en avait 15 000 qui avaient été imprimés des Merci Paris et je vais vous dire combien on en a vendu, mais j'en ai vendu, enfin on en a vendu, parce que c'est pas que moi, 6 146, donc il en reste 7-8 000, voilà. Mais après, c'était normal que ça se tasse un peu. J'espère que ça repartira un peu pour Noël, parce que effectivement le Merci Paris est toujours en vente, et ça peut faire un très beau cadeau pour un prix évidemment bien moindre que Rouge et Bleu. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas la même taille, c'est pas le même travail, c'est pas la même qualité d'ouvrage et tout. Donc voilà. Traduction coréenne pour Rouge et Bleu, je ne pense pas que Lee aille jusque-là. Mon crush me l'a offert avant de me ghost. Bah écoute, t'as pas tout perdu, hein. Vaut mieux le bouquin que cette femme qui visiblement t'a brisé le cœur, mon cher Youssef. Je ne peux rien te dire de plus. On me dit merci pour le travail, d'ailleurs. En tout cas, honnêtement, de rien. Et c'est aussi un plaisir de travailler sur le PSG par ce biais. C'est pas toujours facile de travailler avec le PSG, pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous voyez vous les matchs, mais c'est pas toujours facile de travailler sur le PSG, notamment quand c'est ton club de cœur, parce que des fois tu peux être déçu par le fonctionnement du club, par ce qu'est le club aussi, tout simplement. Mais travailler sur les supporters, enfin, à propos de l'histoire du PSG, de ce qu'on a en commun avec des gens avec lesquels on n'a rien en commun, si ce n'est le PSG parfois, c'est toujours un plaisir, honnêtement. Enfin, Damien a fait beaucoup plus d'entretiens que moi, par exemple. Tu peux en parler mieux que moi, mais c'est vrai que je pense que tous les entretiens, bon, ça dure chaque fois 4 fois plus longtemps que prévu, mais c'est quand même toujours un très bon moment, non? Oui, j'ai jamais eu. Il n'y a pas un seul entretien où je me suis dit, oh là là, comment je vais faire pour exploiter ça? Qu'en réalité, quand on interroge un supporter de football, parfois il y en a. En fait, c'est toujours pareil. C'est bah, moi pour le coup qui suis dans le métier du journalisme, évidemment, il y a des très bons clients, il y a des personnes qui sont moins habituées à parler. Et donc, on peut croire qu'en fait, cette personne qui est moins habituée à parler, bah, en fait, elle a rien à dire ou ça va être chiant et pas du tout. C'est juste, ça met un peu plus de temps, qu'il faut juste bah, relancer un petit peu. Et en réalité, il y a toujours des souvenirs incroyables, peu importe on va dire la pratique du supporterisme de chaque personne. Il y a toujours des choses intéressantes à en tirer, même chez des personnes qui vont quasiment jamais au parc, même sur des personnes qui ont pas on va dire une vision du football ultime et élitiste, etc. Il y a toujours des choses incroyables, des moments de vie. En fait, le supporterisme, c'est toujours un moment de vie qui est un peu sous-estimé en France, mis à part par les supporters de football. Et il n'y a jamais il y a pas un seul entretien où je me suis dit, celui-là, il est vraiment au-dessous des autres. Voilà, il y a des entretiens plus fleuves ou quoi que ce soit, mais voilà, ça a toujours été un vrai plaisir. Et comme tu le dis, des personnes vraiment, vraiment très, 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 très différentes
au niveau des âges, politiquement, comment dire, encore une fois, sur l'approche du stade ou tout ça. Donc voilà. Et même, est-ce que ça vient des parents ou est-ce que ou est-ce que c'est en confrontation avec le père qui était pour Saint-Étienne, par exemple. Voilà. Il y a toujours des histoires intéressantes à raconter quand on fait parler les supporters. Ouais, non mais ouais, c'est ça. C'est vrai que vous avez juste rien à voir, mais vous verrez la couverture est légèrement différente. Le bleu est pas de la même teinte, c'est pour ça que je vous ai mis une photo. Il y a les deux l'un à côté de l'autre. Vous pouvez difficilement vous tromper. Il y a la fameuse pastille champion d'Europe marquée une nouvelle édition. Pour ceux qui auraient peur de pas être sûr d'attraper le bon. Vous voyez la bande rouge est plus large et le bleu est pas tout à fait le même. On est sur le bleu un peu du maillot actuel et pas celui du bleu de l'époque, tout simplement. Non, on n'a pas prévu une version pour Luciano Acosta, le dernier joueur à qui on a posé un lapin. Non, non, non. Luciano, Pépito, on t'embrassera toujours. Tu resteras un joueur légendaire du Paris Saint-Germain, puisque tu n'en as jamais été un finalement. Mais en tout cas, on ne t'oubliera pas. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces histoires comme ça qui font un peu le, c'est ridicule dans le fond ce qui nous est arrivé ce jour-là, ce qui lui est arrivé à lui, mais ça fait aussi le sel d'un club. Un club, c'est aussi ce genre d'échec ridicule où tu fais venir un type depuis le Mexique pour finalement lui dire non mais on va pas te signer, tu peux repartir s'il te plaît. Bref. C'est aussi ça le PSG, on va dire. Il n'y a pas que des grands moments, il y a aussi des grandes déroutes et des moments où tu n'es pas toujours très fier du club, mais c'est comme ça. Bon, je vois que vous n'avez pas beaucoup plus de questions. On a déjà beaucoup parlé. On va remercier le petit Fakir pour le sub tout à l'heure et puis en plus il a dit qu'il allait racheter le livre, donc c'est super super gentil de ta part. On se retrouvera lundi prochain pour un épisode beaucoup plus classique sur PSG Le Havre et PSG Tottenham, qui seront les deux prochains matchs. Donc ça sera un débrief de Le Havre et une preview de PSG Tottenham. On espère que vous avez survécu au Deschambault, toujours un moment pénible. C'est la dernière trêve de 2025, rassurez-vous. Vous allez pouvoir souffler jusqu'en deuxième partie de mars 2026 puisque l'équipe de France va partir aux États-Unis. C'est au cas où il faisait pas assez de voyages. Vous voyez, il faut un petit tour aux États-Unis pour jouer la Colombie et le Brésil, toujours une bonne idée. Donc voilà. Allez, sur ce, un immense merci pour votre fidélité, pour vos questions tout au long de l'émission. On espère que ça vous a plu. C'était un peu particulier, on a beaucoup parlé de nous. Mais en tout cas, c'est vrai que ce livre, c'est aussi un peu celui des auditeurs parce que bah c'est aussi via le podcast une façon de communiquer entre supporters et tout ça, quoi. Tout simplement. Allez, gros bisous à tous, à très vite et bonne nuit tout le monde. Ciao ciao. Salut à tous. Voilà, et comme toujours, vive l'open source, même si l'open source pour écrire des bouquins, c'est pas toujours le plus simple.